Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous partager une discussion avec Grégory Pouy. Dans la sphère du marketing digital, Greg est un personnage reconnu, blogueur de la première heure, podcasteur depuis quelques mois avec son podcast Vlan et éminent concepteur de présentations sur SlideShare. Grégory fait référence pour un grand nombre de personnes. Il a également ses haters dont nous allons parler dans cet épisode, ses détracteurs qui se font un malin plaisir à le contredire presque systématiquement. Nous parlerons également sans filtre de ses origines modestes, des moments qui l'ont transformé pour réussir à devenir un consultant averti, un digital nomade qui vit sa vie comme il lui chante. J'espère que cet épisode vous plaira autant que cette discussion avec Greg m'a plu. Je vous souhaite une bonne écoute avec Grégory Pouy et votre serviteur Mathieu Stéphanie. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Greg Pouy, Grégory Pouy. Bonjour. Greg from Paris, le fondateur de la Mercatique notamment, et plus récemment du podcast Vlan, V-L-A-N avec un point d'exclamation, je crois. Il passe, ouais, pas nécessairement. Non, il est sans point d'exclamation. D'accord. Je le mets, mais en fait, il y en a pas. D'accord. Il est très facile à trouver. On le trouve facilement sur vlanpodcast.fr, on le trouve un peu partout. Donc, Deezer et compagnie. Ouais. Greg, ma première question habituelle, est-ce que je peux te demander de te présenter ? En fait, c'est une question simple, c'est une question compliquée. J'ai 1000 manières de me présenter, je pense. Enfin, 1000, peut-être pas 1000, mais faut peut-être pas déconner. Mais j'en ai plusieurs. Je pense que dans le cadre du podcast, on peut dire que je suis un consultant à l'ère digitale. Donc, j'accompagne des marques dans leur stratégie digitale. Je les aide à mieux comprendre et intégrer le digital. Après, on peut dire aussi que je suis un Parisien, on peut dire aussi que j'ai vécu à New York, on peut dire aussi que j'ai vécu au Luxembourg, c'est moins sexy que New York, mais c'est néanmoins vrai. On peut dire aussi plein de choses différentes. Que tu as été blogueur, que tu es podcasteur, que tu es toujours... J'adore créer du contenu, en fait, c'est pas tant que j'adore créer du contenu, c'est que j'adore partager avec les gens. D'accord. Je suis un vrai... comment on appelle ça quand tu donnes aux autres, je suis un giver. J'ai trouvé le mot en français, mais je sais plus. Altruiste. Peut-être. D'accord. Peut-être pas déconner, mais je enfin. Faire la grimace. Écoute, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ton parcours, c'est et tout le chemin pour arriver là, c'est ce côté digital nomade, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Greg Pouy, la Mercatique, Vlan, tout ça, c'est plusieurs marques, c'est plusieurs choses, mais c'est Grégory Pouy qui est derrière tout ça, et qui est tout seul, et qui est avec son téléphone portable et son ordinateur et son cerveau et qui est ce que moi j'aime définir, enfin ce qui se définit aujourd'hui comme un digital nomade, c'est-à-dire que tu peux travailler d'où tu veux, avec qui tu veux, enfin t'as un gros sentiment de liberté, on le voit, et qui te permettent de voyager, de rencontrer des gens divers et variés partout, et aujourd'hui t'as vraiment réussi à faire ça. Je crois que tu le revendiques pas mal. Je sais pas si je le revendique, mais en tout cas, ce qui est une certitude, c'est que j'ai une liberté assez forte, une liberté à plein de niveaux. J'ai une liberté géographique, tu faisais référence. Donc, par exemple, quand je suis parti à New York, j'avais pas vraiment de raison d'aller à New York particulièrement, ça marchait très bien à Paris. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Et tu as perdu tes clients de Paris à ce moment-là ? Non, t'as continué à bosser avec tes clients de Paris depuis New York. Ouais. Après, ils avaient envie de me voir et donc je revenais de manière régulière, mais enfin, tous les mois et demi, j'étais à Paris, hein, mais j'ai pas du tout perdu mes clients. Donc, on est bien dans cette diffusion de nomade quand même. Ouais. Et puis voilà, là, je pars en Inde, dans 2 jours, en l'occurrence, pendant 3 semaines. Et je vais bosser un peu de là-bas, j'imagine. Bon, je pars sans ordinateur, donc je vais bosser plus ou moins, mais enfin, je vais bosser quand même parce que je vais enregistrer des podcasts, et puis je vais rencontrer des gens. Donc j'ai cette liberté géographique, j'ai aussi une liberté de pensée, de ton, et je pense que quand on écoute Vlan, ça s'entend beaucoup. J'ai vraiment cette liberté de ton, et pour les gens qui m'ont vu en conférence potentiellement, ils le savent aussi, c'est que j'ai un phrasé qui est quand même
pas exactement corporate, on va dire. Mais c'est ce que les gens viennent chercher. Tu parlais de mon cerveau, je pense que ce que les gens viennent chercher chez moi, c'est le bon sens et l'honnêteté intellectuelle. Enfin, si tant est qu'on puisse avoir une honnêteté intellectuelle, on est toujours biaisé, mais enfin, j'ai une forme d'honnêteté intellectuelle et c'est ça qui m'a fait me lancer en indépendant aussi d'ailleurs. Mais on y reviendra, j'imagine. Donc ouais, j'ai plusieurs types. Enfin, je pense que j'ai une liberté à plein de niveaux et j'ai aussi une liberté. Effectivement, tu disais des gens avec lesquels je travaille. Alors, c'est pas que je choisis tous mes clients, faut pas déconner non plus, hein, c'est pas Byzance, mais enfin, je suis quand même pas trop mal loti, et c'est vrai que j'ai des appels entrants, beaucoup d'appels entrants, je sais pas trop de sortants, d'ailleurs, je suis pas très commercial, et j'ai des appels entrants de boîtes extraordinaires, et je choisis, enfin, quand ça se passe mal avec une personne que je sens que ça va mal se passer, je le fais pas. Ça, c'est vrai. D'accord. Et on peut peut-être citer tes clients un peu, certains ou... Ouais, bien sûr. J'ai travaillé avec Petit Bateau, j'ai travaillé avec L'Oréal, Estée Lauder, Clarins, Cartier, plusieurs boîtes du groupe LVMH. Donc beauté, luxe. Ouais, c'est principalement beauté, luxe, mais j'ai aussi fait Carrefour en Italie. J'ai aussi fait la Banque Postale. Donc c'est B2C quand même, pas trop de B2B. Principalement B2C en indépendant. J'ai fait Octoly dernièrement cet été, donc B2B pour le coup. Octoly, c'est une boîte qui fait du marketing d'influence sur la micro-influence. Et après j'ai aidé des startups, mais c'était pas nécessairement des clients en fait, donc qui sont en B2B potentiellement. Mais c'est vrai que je suis quand même plutôt B2C, plutôt beauté luxe, mais pas que. Et c'est pourtant des clients qui sont pas si faciles, c'est ça qui est intéressant. Enfin, alors déjà pas forcément si facile, je sais pas. Je veux dire, nous on travaille avec des grands groupes de luxe, il y a des gens très faciles dans et très sympas, mais je veux dire facile à intégrer. Je veux dire, souvent par exemple, j'imagine que pour bosser pour un Clarins ou quand t'es tout seul, faut quand même convaincre pas mal de gens. Déjà, t'as souvent des Clarins, je sais pas, mais t'as souvent faut être référencé ou faut, je sais pas. Alors tu passes par le haut toujours ou c'est ça. En fait, moi j'ai cette chance. Enfin, c'est pas de la. Enfin, si, c'est une forme de chance. Enfin, moi je considère que c'est de la chance, mais c'est lié au contenu que je partage de rentrer par le haut effectivement. C'est-à-dire que c'est des gens qui m'appellent et qui veulent bosser avec moi. Donc potentiellement en tout cas. Enfin, donc pour moi c'est pas. Enfin, ça fait très très sûr de soi de dire ça, mais c'est pas très difficile parce que je donne beaucoup d'énergie à créer du contenu et je donne de l'énergie pas tant pour avoir des contrats, mais parce que mais parce que j'adore ça. Donc je fais pas. Enfin, pour ceux qui connaissent les contenus que je peux faire, que ce soit sur mon blog ou SlideShare ou sur le podcast, je fais pas de sales pitch dans mon podcast, j'explique même pas ce que je fais. Donc en fait comme ça, il y a un autre mot, mais je dis même pas ce que je fais. Hein, donc je fais jamais de sales pitch. Je déteste ça. Et quand je fais des conférences, je précise jamais ce que je fais non plus, parce que, enfin, je le précise potentiellement, mais je vais pas expliquer. Bah d'ailleurs, n'hésitez pas à bosser avec moi ou quoi. Je le fais pas parce que je trouve que c'est pas, enfin, c'est tout sauf sexy. Mais par contre, c'est vrai que par cette énergie que je génère, je trouve des clients. Enfin, les clients me trouvent en plus. Et donc, c'est pas difficile pour moi de travailler avec ces boîtes-là. Enfin, et à l'intérieur, pour le coup, tu t'en parlais, c'est des gens qui sont très généralement, à 95%, des gens extrêmement sympas. Donc, oui, voilà, ce que je voulais dire quand je dis difficile d'accès, c'était vraiment plus le côté, t'appelles demain, je sais pas moi, si t'appelles L'Oréal et tu dis je voudrais bosser avec vous, c'est pas si simple. C'est plus simple quand c'est l'inverse. Alors du coup, je pense que, et ça je l'ai vécu aux États-Unis d'ailleurs, de devoir me vendre. Alors je suis nul, c'est-à-dire qu'en fait comme je l'ai jamais vraiment fait, quand je vais voir une boîte et qu'ils me disent, et je l'ai fait par exemple avec le patron de Colgate, le président de Colgate Palmolive, c'est un Français, et il me fait, bah alors comment vous pouvez nous aider à révolutionner le groupe Colgate Palmolive? Alors déjà, je peux pas, hein. Ça, on va être très clair. Et là, je suis mis en difficulté parce que si tu me demandes de me vendre, je sais absolument pas le faire. Donc il y a un prémisse d'avoir potentiellement un peu lu tes contenus ou regarder un peu, savoir quel est ton chemin intellectuel et tout ça pour arriver. C'est ma faiblesse et ma force. C'est-à-dire que ma force, c'est de créer du contenu et que les gens viennent vers moi. Ma faiblesse, c'est que je suis incapable de me vendre. Et c'est une énorme force de fond, hein, parce que on va revenir sur ton parcours et comment t'es arrivé là, mais c'est vraiment quelque chose que t'as commencé, je crois, très tôt sur le blog en 2005. 2005, le blog. Ouais, il y a 12 ans. Et, donc le blog qui s'appelle GrégoryPouy.fr. GrégoryPouy.fr, Pouy, P-O-U-Y. Ouais. Et voilà. Et donc, avant tout ça, et ça c'est aussi assez intéressant, toi tu
c'est une expression, je sais pas si elle est bonne, mais tu viens d'assez loin, entre guillemets. Alors, pas forcément géographiquement, non, mais en tout cas, ton chemin était pas tracé là-dessus et potentiellement un peu semé d'embûches, je sais pas. Ouais, en fait, je pense que on en a parlé ensemble, et puis j'en parlais aussi avec Fanny, de My Little Paris, d'avoir une revanche à prendre sur la vie. Je pense que c'est un élément qui est pas forcément systématique chez les créateurs de boîtes, mais qui est un vrai moteur. Moi, je sais pas si j'avais une revanche à prendre sur la vie, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je viens d'un milieu plutôt modeste. Je viens d'une cité sans que ça soit un coupe-gorge. Je viens comme d'une cité. Moi, je viens d'un background où effectivement les gens. T'étais où? Tu as grandi où? À Saint-Gratien précisément. Saint-Gratien. 95. Ok. Donc c'est pas enfin, pour ceux qui connaissent en tout cas, c'est pas dangereux. Il y avait pas d'armes à feu qui se baladaient dans la cité. Il y avait juste beaucoup de drogue. Mais c'est vrai que j'étais ce gamin qui caillassait les trains, qui mettait des cailloux sur les voies, qui allait voler toutes les semaines dans les supermarchés. Enfin voilà. Ça c'est moi. Et effectivement, quand t'es à l'école et que t'es métisse comme moi, et c'est horrible de dire ça comme ça, mais on t'invite largement à aller dans des voies qui sont pas des mauvaises voies en plus, mais qui en France sont considérées comme telles, des voies alternatives comme CAP. Donc on a essayé de me mettre en CAP, etc. Tu veux dire que oui, parce qu'en effet, je pense que moi je suis le premier défenseur de ces voies dans le sens où c'est très honorable d'être plombier. Ça change rien. En fait, tu peux être enfin déjà les mecs, les plombiers, enfin tous ces mecs-là, ils gagnent une blinde de thunes. Hein, si c'est ça le critère. Oui, non, pas uniquement, mais. Oui. Mais bon, c'est pas mon critère. Mais non, mais enfin juste sur ça, voilà, je pense qu'il y a plein d'avocats qui gagnent moins d'argent que des plombiers, donc. Donc ça c'est le premier truc. C'est plus classe dans les dîners de dire que t'es avocat, mais voilà. Donc ça c'est non, il n'y a pas de honte du tout, et tu peux faire de très belles choses. Mais c'est vrai que on ne facilite pas la vie, et moi en l'occurrence on m'a pas vraiment facilité la vie, mes profs m'ont pas facilité la vie, et je viens d'un milieu où effectivement même si mes parents m'ont apporté énormément de choses, la culture en faisait pas partie, quoi. Et le fait d'être métisse, pardon de poser cette question, mais t'es un peu bené, mais ça, tu crois qu'on t'oriente plus aussi dans ces que un petit blanc à Saint-Gratien dans une voie? Oui. Ouais. En fait, oui. Enfin, franchement, je sais, le racisme, c'est un truc dont on parle pas, peu ou mal, mais qui existe. Il y a un biais qui est énorme et que je vis encore aujourd'hui tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est très intéressant, les gens qui me connaissent me disent « Ah, mais attends, t'as des origines black. » Bah, j'aurais jamais dit, quoi. Je pensais que t'étais blanc. Un peu bronzé, tu vois, mais blanc, italien, espagnol. Et tous les gens qui me connaissent pas, et je le vois dans leur regard, et je les vois quand ils changent de voie, enfin, ils changent de trottoir, quand ils me croisent ou quoi, ils voient que le noir. En fait, ce qui est drôle, c'est que les gens qui me connaissent, ils voient un blanc, les gens qui me connaissent pas, ils voient un noir. Et ça. Il y en a aucun qui est dans le vrai. Hein? Et il y en a aucun qui est dans le vrai. Il y en a aucun qui est dans le vrai. Ben oui, non. Enfin, je suis un humain, et puis voilà. En fait, c'est ça. C'est ça. Et en fait, la couleur de la peau, c'est pas un élément différenciant. C'est-à-dire, et moi, je prends souvent cette image, et ce que je trouve hyper intéressante, c'est que quand tu prends deux labradors, s'il y en a un qui est blanc et l'autre qui est noir, ça reste deux labradors, quoi. Alors moi, je veux dire, je m'étais jamais trop posé la question que tu sois blanc ou noir ou voilà. J'ai cru comprendre lors de nos discussions récentes, notamment que t'avais donc des origines antillaises, ouais, et indiennes. Ouais. Donc et en effet, une fois que tu le sais, tu te dis ouais, les deux peuvent se voir un petit peu, mais en effet, oui, je m'étais pas jamais trop posé cette question. Mais non, mais en fait, non, parce que toi tu me connais. Et du coup, ce que tu regardes, c'est plus ça, parce qu'en fait, ton biais entre guillemets, il est pas là-dessus. Mais quand tu connais pas la personne, et que tu vois un grand mec, tu vois, je fais 1m90, je suis pas très baraque, mais enfin, voilà, je fais 1m90, je fais mon poids, et que tu le vois dans la rue, et ça dépend comment il est habillé, mais, et ben, en fait, t'associes le noir avec, enfin, et moi le premier, hein, je veux dire, quand les gens me disent, moi je suis pas raciste, c'est de la merde, parce que même moi je le fais, donc, tu vois un grand mec noir, tu te dis putain, potentiellement il est dangereux. Et c'est horrible, mais c'est un biais qu'on a. Et moi je me bats vachement contre ça justement. Et tu vois, de venir sur le podcast, je trouve que c'est aussi un bon message pour dire aux jeunes qui viennent des banlieues ou des cités que bah ouais, non, mais en fait tu peux réussir, quoi, vraiment. Et je pense qu'il y a très peu de gens il y a vachement de women empowerment, et je trouve ça génial. Il y a assez peu de banlieue empowerment, et ça je trouve ça dommage, et parce que tu vois, il y a d'autres personnes comme moi
comme Cyril Paglino ou autres, qui viennent de là et qui ont une soif, une rage de réussir. Donc moi, j'ai effectivement ça derrière moi, et c'est vrai que on m'a pas forcément facilité la vie quand j'étais à l'école, en tout cas. Et tes parents faisaient quoi, si c'est pas indiscret? Mes parents, ma mère, elle était, maintenant c'est pas indiscret, mon père était commercial et ma mère, elle s'est arrêtée de bosser pour nous élever, mon frère et moi, et après elle a repris, elle était à l'accueil en fait d'une petite boîte. Donc, mais ils m'ont apporté plein de choses, et et je trouve ça, et d'ailleurs ils m'ont apporté surtout des valeurs humaines et qui sont extrêmement présentes aujourd'hui. Donc ça c'est génial. Mais c'est vrai que la culture faisait pas forcément partie du lot. Et sans s'éterniser là-dessus, mais ça m'intéresse, toi, tu dirais que l'école, la République, les choses comme ça t'ont apporté des choses quand même? On voit que le côté t'orienter vers des mauvaises choses. Est-ce que je peux pas dire que l'école m'a rien apporté, puisque moi-même je suis un produit de l'école. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis émancipé grâce à l'école. Mais à l'intérieur de l'école, qui est une administration, il y a des humains. Et les humains m'ont pas tous aidé. C'est-à-dire que donc il y a eu ces gens qui ont voulu me mettre en CAP, qui m'ont fait redoubler ma 4e à l'époque, qui quand j'étais en terminale, alors que j'avais des bonnes notes pour le coup en terminale, j'ai commencé à bosser vraiment en première. Je pense que j'ai eu un vrai déclic en première. Mon prof me disait, mais en prépa vous y arriverez jamais, c'est pas possible. Voilà. En prépa, après, j'ai eu des profs qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Parlons juste de ce déclic. Tu disais tout à l'heure, genre caillasser les trains. Alors tu peux peut-être caillasser des trains et bien bosser aussi, mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu étais en mode dérive, et à un moment tu as eu un déclic total? Non. Tu t'es dit je me mets. En fait, je pense que quand tu vis dans un environnement comme ça, ce qui fait la différence, c'est les gens avec lesquels tu traînes. D'accord. Et moi, j'ai eu la chance de te rencontrer des gens incroyables, des potes que j'ai toujours aujourd'hui. Et on s'est sorti par le skateboard. Donc j'ai fait beaucoup de skate. D'accord. Je faisais beaucoup de natation aussi. Et en fait, du coup, quand tu t'occupes, parce qu'en fait, finalement, tu vois, on entend souvent dans les médias, bah oui, mais ils ont rien à faire, ils s'ennuient. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'as rien à faire, tu vas voler, tu vas faire des conneries, quoi. Ouais. Tu zones, quoi. Donc, ouais. Ouais, en fait, tu fais de la merde, quoi. Et donc, j'ai fait pas mal de merde. Mais j'aurais jamais mal tourné, je pense pas, parce que j'étais bien entouré. J'ai eu de la chance de tomber sur des gens. J'aurais pu tomber, tu vois, mais je connaissais, tu vois, dans mes potes, il y avait des mecs, j'ai même un mec qui a tué une femme, en s'amusant avec un pistolet, qui a tué une femme qui était enceinte d'ailleurs. Mais comme j'ai des potes qui allaient taper les gens dans la rue pour leur voler leur Walkman, leur machin, leur truc, mais en fait moi c'était dans mon environnement, quoi. Donc tous ces gens-là je les connais, c'était des potes, et voilà. Mais je pense pas que j'aurais pu aller vers ça, parce que justement mes parents m'avaient donné une super éducation. Et moi on m'a appris, par exemple, et je le fais encore d'ailleurs, à dire bonjour aux personnes âgées dans la rue, à tous les gens, même quand tu les connais pas. Et alors du coup c'est bizarre parce que les gens te répondent pas, évidemment, mais je le fais encore, hein. C'est un truc, c'est assez classique. Après je me retiens de temps en temps, mais non, mais donc du coup je pense pas que j'aurais pu mal tourner. Après j'aurais pu question carrière, je sais pas, ça c'est difficile de dire si j'avais été dans une autre voie, et ça a vraiment failli arriver à plein de reprises. Je sais pas ce qui serait passé. Et comment tu finis en prépa? Parce que c'est que là-bas, je suppose c'est pas la voie qu'on te dit, allez, à la limite, va faire la fac, va faire un IUT, ou va faire... Moi, j'ai commencé à bosser à 16 ans en usine, et donc, j'étais manutentionnaire, quoi. 12 heures par jour, et voilà. En plus des cours? Non, l'été, ok, d'accord. L'été, tous les étés. Et après, je voulais effectivement faire un UT. En fait, j'ai une copine, Caroline en l'occurrence, qui avait le même... de toute façon, dans ce quartier-là, tu peux venir de Enghien-les-Bains et du coup être un peu plus bourgeois, mais enfin, elle avait un peu le même background. Elle avait un background qui était un chouïa meilleur, parce qu'effectivement, ses parents, ses parents étaient extrêmement cultivés, son père en particulier. Mais c'est elle qui m'a donné l'idée... je savais même pas que c'était qu'une prépa, en fait. Et qui m'a dit, mais en fait, moi, je vais faire une prépa. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner. C'est elle qui m'a vachement accompagné dans ce truc-là, et qui m'a ouvert cette voie, en fait. Et moi, j'adorais les sciences sociales, j'adorais l'humain déjà à l'époque. Je voulais être commercial parce que mon père était commercial. Mais je savais pas du tout ce que je voulais faire, évidemment. Et c'est vrai qu'à la base, moi, je pensais que j'allais faire un UT, mais c'est elle qui m'a vraiment drivé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en première, quand je me suis retrouvé dans sa classe,
avec un autre élève. Je sais pas ce qui s'est passé pour moi. Je pense qu'il y avait un prof de maths à l'époque, non, je me souviens malheureusement pas du nom, mais qui m'a... Dommage, il faut citer les gens ouais, comme ça. Pardon, malheureusement, je pense qu'il est décédé parce qu'il était assez vieux. D'accord. Mais je me souviens pas de son nom, c'est vrai. Et lui, pour le coup, il m'a vachement aidé en me mettant des bonnes notes, etc. Et en fait, ça m'a tiré vers le haut. Et en première, j'ai eu une sorte de déclic à plein de niveaux, parce que j'étais aussi un peu vilain petit canard avant ça. C'est-à-dire que ma mère m'habillait avec ce qu'elle pouvait. Par exemple, je me souviens un truc qui a été extrêmement marquant. Mais pour ceux qui connaissent la marque H-Street, enfin, imagine une marque XY. Mes parents, ils n'avaient pas les moyens de m'acheter ça. Donc ma mère, elle avait pris le temps de me tricoter le pull. Ah putain. Avec le logo. Donc au-delà de ça, je veux dire au-delà de l'endroit, vous aviez pas d'argent. J'étais pas pauvre, hein, mais c'était pas Byzance. Okay. Et le fait que tu vois avoir un pull avec le logo qui est tricoté par ta mère, tu sais, tout le monde se fout de ta gueule, c'est une horreur quoi. Et voilà, et c'était ça part d'un super sentiment, mais voilà. Et du coup, j'étais assez vilain petit canard. Et en première, j'ai eu vraiment ce déclic. J'ai commencé à m'habiller par moi-même, aller chez le coiffeur et à travailler. Et du coup, je fais une sorte de chrysanthème en première. Et après, du coup, t'as pris ta vie en main, quoi. Ouais. Vraiment à ce moment-là. Tu t'es dit, en fait, j'ai réalisé que c'était possible. C'est-à-dire qu'en fait, entre ma pote Caroline, mon prof de maths, machin, j'ai réalisé que c'était possible. Et en fait, plus tu y allais, plus ça avançait. En fait. Et du coup, et après, tu vois, le ciel c'est la limite, quoi, pour prendre l'expression en français. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, mais pourquoi pas. Et après, je me suis dit, en fait, tu vois, je travaillais pas énormément au lycée. Et je me suis dit, bah en fait, la prépa, je peux y arriver, quoi. Bon, en prépa, j'ai pris une grosse claque. Une bonne grosse claque. Septembre, octobre, novembre, c'était très très compliqué. Mais même l'été, hein, en fait, on me demande de lire 15 bouquins. Bah ouais, on me demande d'avoir lu 15 bouquins. Et c'est là quand même. Une prépa HEC, hein, pour préciser. Prépa HEC, ouais. D'accord. Et c'est là que tu sens que t'as pas le background culturel. Parce que, alors, du coup, les mecs ont lu 15 bouquins, sont allés dans tous les musées, ont des ordinateurs chez eux, et moi, j'avais pas tout ça, donc, enfin, rien. Et là, tu prends cher parce qu'en fait, tu te rends compte de la différence. Et là, en l'occurrence, t'as beau dire, l'école fait énormément, mais enfin, ton background culturel, là d'où tu viens, ça fait toute la différence, hein. C'est-à-dire que tu dois tout reprendre à zéro, quoi. Parce que moi, j'avais rien lu, Et du coup, t'es où là, à quel prépa, quel endroit? J'étais à Cergy-Pontoise, à côté de l'ESSEC, mais pas du tout à l'ESSEC. Okay. Et en prépa, pareil, j'ai eu une prof, ma prof d'histoire éco pour le coup, qui m'a mis des bâtons dans les roues. Aussi. Après, quand je suis arrivé en école, c'est pas qu'on m'a mis des bâtons dans les roues. On va pas la citer, hein, celle-là. Mais... non, ça sert à rien. Pour le coup, je me souviens même de son nom, elle. Mais c'est dans ton, hein. non, c'est pas l'idée. Non, pour elle. Mais et après, pareil, quand je suis arrivé en école, que j'ai passé les entretiens, on m'a dit, mais vous vous rendez compte de là d'où vous venez? Vous pensez pas que c'est un gros un gros handicap pour vous, quoi. Et moi, j'en étais assez fier, en fait. Donc, j'étais assez fier du chemin parcouru, en fait. Donc, et du coup, j'avais une bonne note à l'oral. Et après, non, enfin, vraiment, je pense qu'à partir de la première, j'ai compris que c'était possible. Et après, j'ai pris mon chemin. Et après, il y a eu une deuxième chrysanthème, on va dire. C'est-à-dire que quand je suis sorti de l'école, j'ai eu cette chance d'être embauché chez Nous, à l'époque, qui était un câble opérateur. Donc j'étais un set de numérique câble. Voilà, exactement. Et j'étais chef de produit et ça se passait très bien avec mes collègues, avec mes boss, etc. Et en fait, je me suis retrouvé au chômage en 2005 parce que la boîte dans laquelle j'étais, enfin pour des questions XY, ils ont fermé. Et là, je me suis retrouvé le bec dans l'eau. Et là, pour le coup, je comprenais pas très bien ce qui m'arrivait. J'ai Emmanuel Vivier qui est le créateur le fondateur ou le cofondateur du Hub Institute avec lequel j'étais. Salut Emmanuel. Exactement. Que tu connaissais déjà. Que j'étais à l'école, j'étais à Subdeco avec lui à Marseille. D'accord. Et lui m'a dit mais ouvre un blog. Et si tu veux, bon déjà en 2005 si tu veux. Et en fait moi j'ai ouvert un blog pas tant pour pas vraiment pour partager et devenir un influenceur, ça n'existait pas, mais parce que je me suis dit déjà je me posais je suis extrêmement curieux, j'ai toujours été très curieux et je me suis dit c'est vrai que je me pose plein de questions que mes potes ça les intéresse pas nécessairement, donc je vais mettre les questions que je me pose par écrit. Ça c'est le premier truc. Et puis le deuxième truc que je me suis dit c'est
un CV c'est très neutre et puis les mecs passent très peu de temps sur un CV, alors que si je commence à expliquer ce que je pense en ligne, j'avais pas d'idée de référencement naturel ou de ça à l'époque. Ouais. Ça me passait bien au-dessus, je comprenais rien au digital, hein, clairement. Mais je me suis dit, au moins le mec peut voir ce que j'ai dans la tête, et s'il est d'accord avec moi, bah c'est un super plus, et s'il est pas d'accord, bah au pire on se rencontre pas, et de toute façon ça aurait pas marché, quoi. Et ton blog, je sais pas, ton premier billet, c'est quoi? Mon premier billet, c'était sur... alors, c'était il y a longtemps, mais je me souviens plus précisément. Mais c'était forcément le premier billet, c'était un billet de « Ah, bah ça y est, je me lance. Oui. » Et le deuxième billet, très rapidement, c'était un truc sur l'usage du religieux dans le marketing. D'accord. Ouais, l'un des premiers billets, je me souviens, je sais pas si c'est précisément le premier, mais c'est l'un des premiers. D'accord. Et c'était des articles extrêmement courts, ça faisait 10 lignes, 15 lignes. Et tous les jours, hein? Non, à l'époque, non. À l'époque, je faisais 3 fois par semaine. Après, je suis arrivé tous les jours. Et après, plus du tout. Mais il y a toute une période où j'ai publié tous les jours. Je mettais de la musique le dimanche parce que je trouvais que ça me ressemblait. En fait, si tu veux, il n'y avait pas de stratégie à l'époque. Hein. C'était vraiment... Mais en tout cas, ce blog-là, il m'a permis d'aller dans le digital, de m'intéresser au truc et de comprendre. Et là, j'étais chez Bouygues Télécom. À l'époque, j'étais chef de groupe, je crois, de mémoire. Je suis resté 1 an chez Bouygues parce qu'en fait, au bout d'1 an... Et j'avais mon blog, je suis rentré chez Bouygues en début 2006. Non, j'ai plus, enfin 2005-2006, c'est à ce moment où j'avais mon blog. Et du coup, où je venais de le créer. Et en fait, il y a eu une sorte de scission entre là où on était, Bouygues, et moi, ce que j'avais en tête. Et du coup, je suis parti, je suis allé en agence. J'ai été rejoindre Emmanuel chez Vanxen. C'est là où tu es parti au Luxembourg? Exactement, je suis parti au Luxembourg pendant 3 ans. Là, on est en 2006? 2006-2009. Donc, je fais 2006. Et là, t'écris toujours comme un malade. Et là, j'écris, ouais. Et avant de rejoindre Emmanuel, tu commences à être un peu référent sur le blog ou pas? Non, il n'y avait pas de blog, donc c'était facile d'être référent quand il n'y a personne. Donc oui, c'était référent, mais en même temps, j'étais tout seul. Donc, enfin, j'étais pas tout seul, mais. Oui, mais c'est ce qu'on fait sur le podcast. Un peu, je veux dire, en ce moment. Toi, moi, je pense qu'on a aussi cette approche de se dire, on est sur un média qui est intéressant, qui nous plaît, qui nous éclate. Ah, ben j'adore. Donc voilà, c'est la première chose. Et puis après aussi, il y a pas grand monde, et on incite beaucoup de gens à le faire parce moi, que j'incite tout le monde à le faire. Il y a un intérêt à ce que les gens écoutent de plus en plus de podcasts parce que c'est du savoir, c'est de l'intelligence, c'est et puis alors de manière très très stratégique pour le coup, de mon côté en tout cas, je me dis si d'autres gens ouvrent des podcasts, il va y avoir plus de lecteurs de podcasts en France, plus d'auditeurs de podcasts, et donc potentiellement plus d'auditeurs pour moi. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Oui, de manière très basique, factuelle. Et oui, je pense que le podcast a un énorme avenir. Je suis pas tout seul à le dire. Il y a des tonnes d'articles qui te disent que c'est le futur du contenu, de toute façon. Donc on peut en parler aussi évidemment, mais ce blog, je l'ai ouvert et j'ai eu une sorte de aha moment quand j'ai croisé Henry Kaufman, qui à l'époque avait écrit un bouquin qui s'appelait Le marketing de l'ego. Et je l'avais croisé à une soirée, il m'avait dit, soirée de blogueur à l'époque, et il m'avait dit j'adore ce que t'écris. Et pour moi, c'était hallucinant parce qu'en fait, si tu veux, le mec pour moi était une sorte d'idole, et je trouvais génial son bouquin. Enfin, c'était tellement moderne, tellement intelligent, etc. Et que le mec me dise qu'il lisait ce que j'écrivais, déjà c'était assez bluffant, et qui trouve que c'était génial. Alors je sais pas si c'était vrai, mais j'imagine qu'il le pensait un petit peu en tout cas. Donc voilà, et c'est vrai que peu importe, il te l'a dit. Mais peu importe, il l'a dit, ouais. Et du coup, ça m'a fait vachement plaisir. Mais surtout, ça m'a donné confiance encore un peu plus. Et effectivement, mon blog était un peu référent. Donc du coup, je suis rentré chez Vanxen pour être directeur général de Buzz Paradise à l'époque, qui était de la mise en relation blogueur-marque. D'accord. Et sachant, pardon, on va revenir sur ce point précis, mais il y a quand même la persévérance. Moi, ça m'a toujours impressionné parce que toi, tu dis ça. Oui, j'écrivais tous les jours, ou voilà, comme c'était. Enfin. Alors déjà, je pense que si j'exagère à peine, même dans ceux qui écrivaient de la merde, si tu t'écrivais de la merde tous les jours, au bout d'un moment déjà t'écris un peu moins de la merde parce que tu finis par apprendre, etc. Et ceux qui sont sortis du lot dans les blogs sont quand même ceux qui ont eu le plus de pugnacité, de persévérance, et ça marche chez les entrepreneurs, ça marche dans pas mal de choses. En fait, il y a une règle assez simple, c'est que si tu bosses pas, il va rien se passer, quoi. Donc, voilà, exactement. Ça demande énormément d'énergie de créer un blog et de créer du contenu en ligne parce que faut le créer, ça prend du temps. Quand les gens me disent j'ai pas le temps de méditer, ou j'ai pas le temps de faire du sport, ou j'ai pas le temps, et je peux l'entendre, mais à un moment donné tu choisis. Moi, je passais toutes mes soirées à écrire, c'est-à-dire qu'en fait et mes week-ends, donc forcément je faisais vachement moins de soirées que les autres, C'est-à-dire qu'à un moment donné
quand tu passes du temps à écrire, il n'y a pas de secret, quoi. Si tu en revanche, il y a une grosse courbe de progression. Hein. C'est-à-dire que quand tu, si j'ai bien compris, moi, c'est beaucoup avec des journalistes, avec des gens. Moi, je suis assez nul sur l'écrit, en l'occurrence. Enfin, je suis pas très bon non plus. Enfin bon, là, je pense qu'on n'est pas au même niveau. Mais, non, je veux dire, pour écrire un truc bien, je sais que ça me prend beaucoup de temps, énormément de temps. En fait, et je crois que si j'ai bien compris, quand tu as l'habitude, alors c'est vrai que plus tu écris, plus c'est facile. Néanmoins, et ça c'est aussi une discussion que j'avais avec Fanny la semaine dernière, Fanny de My Little Paris, c'est que le succès t'enlève de la liberté. Fanny qu'on salue déjà, qu'on aimerait bien avoir chacun sur nos podcasts, mais qu'on n'aura jamais. Voilà, c'est dit. Mais en fait le succès enlève de la liberté parce qu'en fait quand tu as du succès, tu fais vachement plus attention à ce que tu publies. Et les gens aussi, enfin en tout cas je sais pas si c'est une pression que tu te mets tout seul ou si c'est la pression des lecteurs, mais tu te dis putain les mecs veulent du niveau, donc du coup tu fais vachement plus attention à ce que t'écris, donc du coup tu mets plus de temps. Et sachant qu'en plus tu parlais tout à l'heure d'une part de bon sens, c'est je pense un peu ta marque de fabrique. On reviendra aussi sur tes SlideShare, moi qui m'ont toujours impressionné, que j'ai toujours trouvé extraordinaire. Merci. Mais aussi de ton franc-parler, qui est un peu ta marque de fabrique également. Et ça t'a attiré pas mal de haters, comme on dit. Des gens qui t'aiment pas. Il y a des gens qui t'aiment pas du tout. Hein. Ouais. Il y a des gens qui vont écouter ce podcast ou qui vont me dire putain, t'as invité ce connard. Ouais. Effectivement. Je pense que, en fait, il y a plusieurs choses qui font que les gens m'aiment pas. La première, c'est que quand tu sors du lot, les gens t'aiment pas. Enfin, certains, en tout cas. Ça, c'est le premier truc. On n'aime pas trop le succès en France. Que ce soit un succès d'audience, un succès financier, un succès. Voilà, c'est ça. Ouais. En plus, il y a un deuxième truc qui est que je me mettais en avant. En particulier, tu parlais de SlideShare. J'ai eu une période... SlideShare, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ça appartient à LinkedIn maintenant. Ça appartient à LinkedIn, c'est comme YouTube, mais pour les présentations PowerPoint. Voilà. On met en ligne ces présentations PowerPoint. Exactement. Et en fait, je faisais pas mal de SlideShare. J'en fais moins maintenant, mais où j'ai eu pas mal de visibilité pour le coup. Enfin, j'ai plusieurs millions de vues sur SlideShare, enfin sur plusieurs slides, mais par exemple, j'ai une presse à 700 000 vues, je crois, de mémoire. Donc ça représente. En français, c'est énorme. Non, c'était en anglais. Hein. Okay. Je fais pas de presse en français, mais enfin, je pourrais, mais en ligne, je l'ai mis en anglais. Et il y a une partie des presses où je me mettais en photo, je me mettais en scène. Et en fait, il y a plein de gens qui ont trouvé ça génial, en particulier aux États-Unis, et d'autres en France qui ont trouvé ça mais détestable parce que c'était le mec se met en avant, il met sa gueule partout, il a pris le melon, quoi, mais vraiment grave. Alors qu'en fait, la réalité, c'était quoi ? Il y avait plusieurs choses. Enfin, ma réflexion, c'était quasiment une réflexion de marketing pour moi. À l'époque, c'était ce qui me prend le plus de temps à faire dans une présentation, c'est trouver les images. Donc, autant les faire moi-même. Deux, quand je vais à une conférence ou quoi, les gens parfois connaissent mon nom, mais ils savent absolument pas qui je suis. Donc là, je vais me mettre en photo, comme ça les gens sauront qui je suis. Et trois, c'était aussi une manière de me tourner en dérision parce qu'il y a aucune photo où je jouais le beau gosse ou je sais pas quoi. J'étais toujours tourné en dérision. Donc, en fait, c'était pas du tout. Moi, j'avais pas en tête de me mettre en avant particulièrement, mais c'est vrai que il y a un certain nombre de gens qui me connaissent pas et qui pensent que j'ai une très haute estime de moi-même. Alors que je crois, enfin même je suis assez certain que c'est pas le cas. J'ai de l'ego parce que je pense que l'ego c'est pas quelque chose de négatif et j'en aurais jamais honte. Par contre, je suis hyper timide dans la vraie vie, pas pour parler de marketing mais pour tout ce qui concerne le reste. Enfin, il y a plein de choses que les gens arrivent pas à saisir, je pense. Et puis je pense aussi quand même un truc, c'est que quand t'écris beaucoup. Si tu veux rester intéressant, faut quand même écrire des choses donc segmentantes. Toi, tu vas dire souvent des choses sur lesquelles t'es d'accord, t'es pas d'accord, mais du coup, quand t'es pas d'accord, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi que t'es un gros con. Mais à la limite, non. Mais à la limite, ça c'était de la critique constructive. Donc ça, c'est pas des haters. Pour moi, les haters, c'est pas ça. Pour moi, quelqu'un qui me critique moi, j'adore la critique. Je trouve ça génial parce que ça te fait avancer et j'appelle à la critique justement parce que je trouve ça super. Les haters, c'est quelqu'un qui va dire. Ce qui est d'ailleurs un cas beaucoup sur le podcast. Je sais pas si tu le vis. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent des choses. Là, mon intro est trop longue ou des choses. Alors moi, on m'a pas dit ça. J'ai pas eu trop de retours négatifs sur le podcast. Moi, j'ai eu beaucoup de retours positifs. J'en ai pris une, mais dans les critiques, j'ai eu beaucoup de retours positifs. J'ai eu des retours négatifs, en particulier sur le son du premier, qui était pourri, j'avoue, avec Georges Mohamed Chérif. De Buzzman, oui. Ouais, de Buzzman, le fondateur de Buzzman. Donc voilà, mais autrement, j'ai pas eu trop de retours négatifs. Mais oui, enfin moi, je n'attends que ça, l'interaction, les discussions. C'est la base du blog, des commentaires, ne pas être d'accord, discuter. Enfin, c'est très culturellement français, en fait.
Ça, non, ça c'est pas des haters. Les haters, c'est les gens qui m'ont mis enfin il y en a deux qui m'ont mis sur mon podcast sans mettre de commentaires. En note sur iTunes. En note sur iTunes. Ça, c'est des haters, c'est des gens qui te détestent. Et juste, c'est pas la majorité, mais enfin, t'en as, et il n'y a pas de justification, et voilà, c'est juste, les mecs te détestent. Et c'est relou, non? C'est chiant d'avoir, non? C'est le jeu, ma bonne Suzette. Non, en fait, le truc, c'est que t'as des trolls, t'en as toujours, à partir du moment où en fait, tu peux pas vouloir te mettre en avant, ou en tout cas, te jeter au devant de la scène, et espérer qu'il y ait personne qui te déteste, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il faut accepter le jeu aussi, à un moment donné. Donc, c'est chiant. Ça peut te bouffer de l'énergie si tu prêtes beaucoup trop d'attention. Moi, je le prends à la rigolade, franchement. J'avais rencontré justement un de mes haters sur un podcast qui s'appelle 404 et c'était Sylvain et franchement, on s'était marré, quoi. Enfin, lui, il adorait me détester et moi, je trouvais ça rigolo. Enfin, à la fin, enfin, tu vois, tu peux pas donner autant d'énergie à quelqu'un qui te déteste. Et c'est pas. Après, il y a des gens qui m'en ont vraiment voulu, j'imagine, ou qui me détestent vraiment profondément. Et je me dis, bah tant pis pour eux, en fait. Enfin, tu vois, parce que dans ce cas-là, vaut mieux aller découvrir la personne. Enfin, non, les haters, ça me dérange pas. Enfin, en fait, ça fait de la peine, hein. Je dis pas quand on te fait des critiques. Il y a plein de gens qui m'ont dit que je savais pas écrire, que je faisais beaucoup de fautes, ce qui est vrai. Que vraiment j'écrivais comme un gamin de CE2, que mes idées c'était de la merde. C'est dur, hein. Enfin, tu vois, tu peux prendre des remarques qui sont vraiment pénibles, hein. Et puis quand ça arrive tous les jours, ça peut être pénible. Oui, mais après, c'est toujours, comme tu le dis, c'est la rançon de la gloire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où du succès ou de quelque part, non, mais je veux dire, après, il y a aussi des gens qui sont le patron du marketing de quartier qui va te dire, ou la patronne, oui, c'est ça. Qui va te dire, moi, j'adore ce que tu fais et j'ai envie d'en savoir plus. Donc, exactement. Et moi, c'est ces gens-là qui m'intéressent plus. C'est-à-dire que le mec qui est, et j'ai répondu ça à des gens d'ailleurs de manière un petit peu débile, mais parce qu'ils m'attaquaient, de dire bah écoute, c'est quoi, produis quelque chose, je regarderai ce que c'est, et le jour où tu produiras quelque chose, on pourra discuter. Mais là, tu produis rien, donc tu critiques, mais tu produis rien, donc c'est vachement facile de critiquer quand tu produis rien. Et d'ailleurs, chez les blogueurs, il y a vraiment ce truc-là, c'est que quelqu'un qui critique s'il produit rien, qui se met pas, qui prend pas le risque de s'exposer, bah il ferme sa gueule en fait. Enfin, si c'était pour juste critiquer en tout cas et dire de la merde, parce que dire que c'est pourri, c'est pas grave, mais juste dire que c'est pourri sans justifier, ben tu sais quoi, ferme ta gueule, quoi. Enfin, si t'es même pas capable d'exposer tes idées et avoir un discours construit ou montrer ce que toi t'as dans la tête, ben si c'est juste pour faire ça, enfin voilà, quoi. D'accord. Alors reprenons donc, un peu violent. Non mais je comprends. Mais bon, 12 ans de haters. Tu disais, désolé les mecs. Non mais moi je trouve ça toujours passionnant et c'est des petites choses que je découvre en faisant du podcast depuis un peu plus de 6 mois. C'est que en fait déjà j'ai un pour une des toutes premières fois de ma vie j'ai un travail qui est d'exposition. Ouais, enfin, je veux dire même ma mère peut me dire je viens de le faire. Arrête avec tes là, c'est insupportable. Ou tu vois, il y a quand même ce truc où alors toi tu t'écoutes, mais tu dis ouais, enfin il y a du monde qui entend tout ça. Potentiellement. Et donc avoir un travail public, c'est quand même une gymnastique dont la majorité des gens n'a pas l'habitude. Et donc il faut aussi savoir s'exposer. Le truc c'est que je pense que les haters considèrent que t'es pas légitime pour le faire et considèrent que globalement personne n'est légitime pour le faire, à part des chercheurs, etc. Je salue maman en fait si tu écoutes ce podcast. T'as bien raison. Pardon. En fait, la réalité, c'est que tout le monde est légitime pour partager son avis, je crois. Et on le voit malheureusement un peu trop sur les réseaux sociaux parfois, mais ça dépend sur quoi tu t'appuies. Mais tout le monde peut, enfin, quand il a envie d'être constructif, peut partager un avis et ça peut être intéressant en fait. Et je crois que le succès de ton contenu ou pas, c'est selon si ton avis est intéressant ou pas. Donc il n'y a pas que ça, hein. Il y a, je pense, le ton qui est extrêmement important, donc ta personnalité qui traverse à travers tes écrits, ton oral, ton ton fait la différence, je crois. Ta personnalité, la manière dont tu crées du lien aussi avec les gens dans la vraie vie, c'est-à-dire que le web c'est bien, mais c'est vrai que tu rencontres aussi les autres, tu vois, comme là nous on est en train de le faire. Et ça joue en fait énormément au succès de ton contenu. Donc c'est ton intelligence émotionnelle. Mais tout le monde peut avoir un avis et moi j'invite tout le monde à ouvrir un podcast, c'est pas nécessairement ça, mais à partager leurs avis en ligne. Moi je trouve que
parfois tu tombes sur voilà, on peut faire de la chasse aux sorcières, on peut faire des choses qui sont un peu cons, hein, mais et puis parfois tu tombes sur des malheureux exemples qu'on voit tous sur YouTube de gens qui partagent du contenu. Alors, ils auraient pas dû partager ce contenu. Ouais, je suis d'accord. Qui donnent leurs avis sur des événements d'actualité. Mais bon, moi je trouve que c'est non, mais moi je pensais plus aux gamines qui chantent du rap et t'es là-dessus, mais faire attention parce que ça reste aussi après. Mais, c'est comme les premiers articles ou les premiers posts. En fait, tu peux avoir de la chance si personne s'en rend compte, en fait. Il faut pas oublier de l'effacer. Mais bon, faut pas se tourner en ridicule, c'est ça. Après, peut-être que je me tourne en ridicule, hein, c'est possible. Il y a sans doute des gens qui considèrent que je me tourne en ridicule. Ok. Et du coup, alors, pour revenir sur le parcours, toi, tu disais donc chez Vanksen, Luxembourg, tu gères donc déjà des influenceurs, c'est ça? Exactement. Donc, c'est quoi un influenceur en 2007? C'est des blogueurs, en fait, non? À l'époque, à l'époque, c'est des blogueurs tout azimut, c'est-à-dire, en fait, t'étais influenceur. D'accord. Tu pouvais être influenceur sur n'importe quel sujet, quel que soit le sujet dont tu parlais. Donc, c'était assez magique. Et grâce à ça, j'ai fait des expériences inouïes. En fait, mon blog a changé ma vie, hein, vraiment. Je pense que c'est un statement que tu peux dire. Je pense que c'est vrai pour beaucoup de gens qui ont créé du contenu en ligne. Ça a changé ma vie parce que j'ai rencontré des gens incroyables, parce que, encore une fois, quand je te disais, c'était une sorte de deuxième éclosion après ma première, le fait que j'ouvre un blog, c'est que ça m'a ouvert des portes hallucinantes. D'abord par les expériences que mon blog m'a permis d'avoir, c'est-à-dire à travers des marques qui t'invitent à avoir des expériences. La première fois qu'on avait été invité pour avoir un appareil photo gratos, si tu veux, on n'en revenait pas. Enfin, moi, j'étais même pas encore chez Vanksen, chez Buzz Paradise, donc. C'était fou, tu vois, de se dire, parce que t'as un blog, on va t'offrir un appareil photo. C'était Samsung à l'époque, je m'en souviens bien. Et c'était fou. Enfin, tu vois, c'était fou. Et donc, un influenceur, oui, c'était quelqu'un qui avait un blog et qui avait une présence en ligne. En réalité, aujourd'hui, on va pas se faire une conférence sur l'influence, mais globalement, tout le monde a de l'influence, n'importe qui, toi, ta mère, ma mère, moi. Après, on en a plus ou moins, et avec une autorité plus ou moins forte, et sur des sujets qui sont spécifiques. Voilà. Mais à l'époque, oui, c'était ça, et c'était vraiment les tout débuts de l'influence. Donc ensuite, j'ai évolué chez Vanksen. Après, je suis parti chez Neurun, donc une autre agence qui est devenue Sapiens Razorfish en 2000. Donc je les ai rejoints en 2009 jusqu'en 2011 où j'ai créé un département sur le social media. Qui était racheté par Publicis. Racheté par Publicis, ouais. Et donc dirigé par... T'as créé la partie social media là. Ouais, j'ai créé la partie social media en 2009. Donc c'était tôt, hein, tu vois, les lancements de page Facebook, c'était 2009. 2009, c'est en gros, on a tous nos comptes Facebook qui datent de 2007. Ouais, c'est ça. 2009, on commence à avoir de la pub, des pages, et voilà, donc c'est vraiment très tôt, quoi. Ouais, c'est hyper tôt. Et ça marche bien. Et en fait, en 2011, début 2012, je me lance en indépendant, en me disant plusieurs choses. D'abord, j'étais largement invité à le faire par tous les gens. Entre-temps, mon blog avait quand même pas mal grossi en 7 ans. Donc tu fais une rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle. Ouais. Ils ont été suffisamment sympas pour le faire. Ça veut dire zéro prise de risque, plus ou moins. Mais parce que tu vas avoir un peu de chômage derrière. T'as le chômage pendant 1 an, hein, donc génial. Et par ailleurs, c'est vrai que grâce à mon blog déjà, j'avais des clients qui venaient directement. Donc c'était déjà le cas quand j'étais chez Neurun en réalité. On te le sollicitait. On me sollicitait, ouais. Et chez Neurun, tu faisais des piges un peu, tu bossais déjà pour d'autres clients? Non, d'accord. Non, t'as attendu de sortir. J'ai pas parallélisé. D'accord. J'ai pas du tout parallélisé. Par contre, ce que je me suis dit, c'est que j'avais envie de donner des conseils agnostiques aux marques. Parce qu'en fait, quand t'es en agence, tu vends ce que vend l'agence. Ouais. Et c'est très compliqué pour une agence d'évoluer à la vitesse du digital parce que les compétences évoluent très fort. Donc, chez Neurun, par exemple, ils ont eu ce problème, évidemment. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie de vendre ça parce que l'agence le vend. J'ai envie de vendre les meilleurs conseils aux clients. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé en indépendant. Et en faisant de la formation et du conseil. Aujourd'hui, c'est toujours ce que je fais. Et effectivement, je suis tout seul par choix. Alors, ça peut sembler extrêmement égoïste. Et t'es parti comme ça. Juste avant de revenir sur aujourd'hui, toi, t'es parti en te disant, je veux être tout seul. Ouais. Et t'es parti. C'est qui ton premier client après? C'est L'Oréal. L'Oréal. Ouais. Genre le lendemain. T'avais déjà. Avant même de partir. Avant même de partir. Ouais. Et tu savais que t'avais un truc, t'étais sécure ou. Ouais. Ouais. Enfin, c'est des petits contrats. Moi, je sais pas, j'ai jamais vraiment fait de contrat à long terme.
Donc il y a aussi donc la liberté dans l'équilibre de la liberté, il y a aussi le stress de l'indépendant. Bien sûr. Il y a le stress de l'indépendant, il y a le fait que il y a plein de choses. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on voit. Moi, je suis passé par là après Citizenside, après ma première startup, où tu dis en fait, t'as une certaine légitimité. Moi, j'avais levé des fonds, j'avais revendu une partie de la boîte, j'avais avancé, j'ai quitté la boîte, elle avançait toujours. Et puis à un moment, tu dis du coup, comme t'es légitime, tu peux vendre des journées quand même relativement chères. Enfin, t'arrives vite fait à des 1500, potentiellement 2000, des journées de formation qui rapportent peut-être un peu plus parce qu'il y a du travail en amont, etc. Donc tu te dis, c'est fou, attends, je vais vendre des journées à ce prix-là. En fait, le temps de commercialisation, tu vends, si tu bossais 20 jours par mois à 2500 €, c'est sûr que c'est, Je serais hyper riche. Et en l'occurrence, t'as aussi le temps que tu prends, parce que généralement, tu prends ton temps il faut que tu réfléchisses, il faut que tu lises des choses, il faut que en fait, il y a un truc que je pense, les gens ne saisissent pas. C'est que quand tu travailles en entreprise et que tu dis j'ai une journée hyper chargée, en réalité tu ne travailles pas toute la journée, c'est pas vrai. C'est-à-dire déjà tu prends une heure et demie pour aller et revenir de ton travail, tu vas à la machine à café, tu discutes avec tes collègues, tu lis tes emails, tu vas à des réunions et tout ça c'est un travail que t'as pas quand t'es indépendant. T'as rien de tout ça. Souvent tu travailles chez toi, t'as pas de réunion avec qui que ce soit à part tes clients. T'as pas de machine à café, de discussion avec tes potes. Donc du coup, quand tu travailles quoi. Donc tu peux pas travailler. C'est énorme. T'es focus et du coup tu peux pas travailler toute la journée, c'est pas possible. Donc du coup ça te laisse du temps pour lire, mais ça te donne aussi ça te laisse du temps aussi pour cogiter en disant putain merde qu'est-ce que je fais. Ça rend seul quand même. Tu le sais, d'être entrepreneur ça rend très seul. Moi je trouve qu'un indépendant c'est pas vraiment un entrepreneur, mais d'accord. Moi je me considère pas comme un entrepreneur, mais parce que je trouve un entrepreneur c'est quelqu'un qui construit un truc quoi. Un indépendant moi je considère un peu différemment. Donc t'as quand même des mauvais côtés du consultant indépendant. Tu laisses tomber justement ta fierté dans les dîners le soir, parce que être consultant ça fait rêver personne. Tu laisses tomber la sécurité, c'est-à-dire que moi au mois de décembre je sais pas ce que je vais faire là typiquement. Je sais pas, j'ai du mal à... On a déjà parlé de ça, mais adhérer le fait que le consultant fait rêver personne. Moi, le consultant, il me fait rêver quand en revanche, je parle avec lui. Si quelqu'un me dit je suis consultant, je vais parler avec lui, je vais lui poser plein de questions. Puis si je vois qu'il connaît bien son truc et voilà, je trouve ça intéressant. Il y a quand même une gymnastique intellectuelle. Parce que toi, je suis un curieux. T'as un curieux, mais souvent les gens te disent, tu vois, admettons que tu arrives dans un dîner où t'as le directeur de je sais pas quoi, le directeur de je sais pas truc, machin. Il y en a un qui dit les consultants. C'est limite si t'as pas dit que t'étais coiffeur, quoi. Enfin, tu vois. Et un coiffeur peut être passionnant. Souvent, t'as peur d'une chose, c'est qu'il essaye de te vendre un truc aussi. Ah ouais, non mais toi tu dis que c'est pas comme ça, mais c'est vrai. Et tu peux être coiffeur et passionnant, mais tu vois, c'est juste que t'as un a priori. Le mec est pas intéressant, voire le mec est un peu en galère et il cherche du boulot, c'est pour ça qu'il est consultant. Tu vois, tu peux avoir ce biais-là. Donc franchement, socialement, ça fait rêver personne d'être consultant. Mais ça, je pense que la différence avec beaucoup de choses, beaucoup de consultants, et c'est ce que je vais conseiller à des potes, des connaissances, des gens qui écoutent ce podcast, qui vont être consultants, qui vont être coachs, c'est de publier quoi. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, mais je veux dire la différence aussi entre beaucoup, c'est compliqué parce qu'on a l'impression que ce qu'on fait c'est pas intéressant, on a l'impression que qu'on connaît. En fait, souvent on a l'impression qu'on connaît rien. Mais en fait, savoir, c'est de savoir qu'on ne sait pas. Voilà. Pardon, tu dis? Je dis savoir, c'est de savoir qu'on ne sait pas. Voilà. Non, mais et du coup, voilà. Mais je pense qu'aussi une grosse différence que tu peux avoir, c'est ça, c'est de dire, je vais exploiter un peu de mon temps pour publier, pour créer un podcast. Sauf que c'est pas un peu de ton temps, c'est beaucoup de ton temps. C'est beaucoup de ton temps. Mais alors après, faut le voir comme différentes choses. Il y a des gens, c'est un terme un peu galvaudé, mais on va parler d'inbound marketing, c'est-à-dire que ça va faire venir des gens vers toi, plutôt que toi aller les chercher, donc en mode commercial, peut-être plus intéressant. Mais ça va aussi alimenter ta gymnastique intellectuelle. C'est-à-dire en fait, c'est ça le truc, c'est que je pense que ce que les gens réalisent pas, forcément ceux qui n'écrivent pas ou qui créent pas de contenu, quand tu crées du contenu, ça t'oblige à poser tes idées. Et en fait, quand tu écris, tu sors plus intelligent toi-même. Et ça, c'est un truc qui est clé. Mais il faut accepter aussi potentiellement, une fois de temps en temps, d'écrire des conneries ou de revenir sur des choses que tu as dit, parce que les opinions peuvent changer. Par exemple, surtout sur le digital, c'est super compliqué parce que tout va très vite. Quoi. Tu peux dire à un moment, Facebook c'est de la merde, ça n'a aucun avenir. Et puis, tu vois, en 2012. Moi, je crois que je l'ai dit. Enfin, j'ai pas dit ça, mais j'ai pas dit ça précisément. Mais enfin, je trouvais que la manière dont il se comportait, c'était fou. Et je me disais, Facebook. Il y a longtemps en tout cas, je me disais les mecs ils sont tellement tendance qu'au bout d'un moment ils vont plus être tendance.
Et en fait, en vrai, ils m'ont fait mentir 1000 fois. Et de toute façon, j'ai écrit plein de conneries, évidemment. Hein. Enfin, donc ça, faut l'accepter. Faut accepter que tu aies aucune interaction aussi. Parfois, c'est dur, tu vois. Enfin, tu crées du contenu, c'est un peu comme si tu donnais un petit bout de toi. Et les gens ne réagissent pas. Ouais, c'est ça. Et puis surtout aussi, puis l'énergie que tu y as passée, quoi. Et alors, il y a un truc dans lequel de quoi il faut sortir, c'est beaucoup de gens qui disent, mais si je fais ça, je vais donner tout mon savoir gratuitement. Ah oui, alors ça, c'est la remarque que m'avait fait Antoine Paps chez Neuron, donc le patron de Neuron. Il me dit, mais c'est quoi ta valeur si tu donnes tout ce que tu sais en ligne sur ton blog? Et je lui avais répondu, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, et je pense que ça, c'est toute la différence d'état d'esprit, justement, quand on parle d'état d'esprit digital et de culture digitale. Ça, c'est un énorme truc, le partage. Nous, on a grandi, toi et moi, parce qu'on est suffisamment vieux dans une culture où c'était le savoir, c'est le pouvoir, donc surtout, je le partage pas. Alors qu'aujourd'hui, la mise en relation et le partage, c'est le pouvoir. Oui, et c'est vraiment la même dynamique que tu vas voir. Moi, je peux avoir des clients avocats, par exemple. Certains vont être très, très, on va dire, pas réfractaires, mais en tout cas, sur la défensive, par exemple, sur leurs contrats. Moi, je leur dis, mais vos contrats, en fait, si vous avez des contrats types, mais mettez-les en ligne, en fait. Donnez-les à tout le monde. Ça a aucune valeur. C'est pas remplir des textes à trous, c'est pas ça votre valeur. La valeur, c'est ce qui va se passer avant, après. Ouais. C'est qu'un texte à trous, en fait, il est jamais adapté à quoi que ce soit parce qu'il y a toujours un truc en plus à mettre, un truc en moins à enlever. Et d'ailleurs, ils se font tous, du coup, disrupter un peu la gueule à un moment ou à un autre. Et il faut savoir que aujourd'hui, je pense que l'avocat, moi, je le jugerais plus sur, à la limite, la qualité de ces contrats mis en ligne gratuitement, en me disant, ça, son truc, c'est malin. Et du coup, je pourrais me dire, je vais l'appeler parce que c'est le contentieux derrière, c'est la bonne... Et puis, en plus, de toute façon, remplir ce texte à trous, ça prend du temps. On sait pas le faire. Et en fait, l'histoire m'a prouvé que j'avais raison. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les gens m'appellent parce qu'ils considèrent que comme je partage du contenu, ils savent de quoi je parle. Et a priori, comme il y a quand même beaucoup de bullshiteux dans le marketing, digital, a priori je sais de quoi je parle. Et c'est ce qui me permet aussi, et t'en parlais un petit peu, d'être nomade, c'est-à-dire qu'à un moment donné je peux créer du contenu de n'importe où. Et justement, tu vois, quand j'étais à New York, j'ai fait des interviews à New York. J'étais à LA, j'ai fait des interviews à LA. Là, je vais à Dubaï, je vais faire une interview à Dubaï. Je vais en Inde, je vais faire des interviews en Inde. Ça apporte de la valeur aux gens qui m'écoutent. Je pense que ça peut me créer du réseau. Ça te donne un accès à des gens fantastiques. Exactement. Regarde, j'ai la chance aujourd'hui de faire ce podcast avec Grégory. Faut pas déconner, mais non, je suis ravi. Et alors, du coup, en termes de création de contenu, t'as fait le blog 2005, ongoing. Tu en fais pas mal de choses. En fait, j'ai eu des tendances. C'est-à-dire qu'au début, j'étais déjà le blog a vachement évolué. Au début, j'étais sur du marketing. Après, j'étais vachement social media. Après, je pense que j'étais vachement viral. Marketing viral, toutes les vidéos virales. Je faisais tous les vendredis, je mettais une vidéo virale. Enfin, je mettais la sélection des vidéos virales, etc. Je fais beaucoup de viral. Après, j'ai fait beaucoup de social media. Après, j'ai fait beaucoup d'analyses de fond. À ce moment-là, j'ai effectivement fait pas mal de SlideShare qui ont très bien marché. Et après ça, c'était un petit peu le trou noir. J'ai rien fait du tout pendant un petit moment, peut-être 2 ans. Où je me suis essayé à plusieurs choses. J'ai fait du Facebook Live avec Aurélie Jean, qui est une fille géniale, où on montrait comment un CTO peut bosser avec comment un technicien, un ingénieur en l'occurrence peut bosser avec quelqu'un qui fait du marketing. Comme le fait Manuel Diaz, par exemple, il fait toujours ses Facebook Live. C'est très compliqué ça quand même. C'est pas compliqué, mais non, c'est pas compliqué, mais je l'ai pas fait souvent parce qu'en plus c'est au moment où je suis rentré en France, donc du coup Aurélie habitant à New York, c'était un peu compliqué. Donc j'ai fait du Facebook Live, je continuais à Moi je trouve ça compliqué d'être intéressant en Facebook Live. Je veux dire, moi il y a beaucoup de choses, même en vidéo, sur le marketing. Enfin, je vois pas l'apport de la vidéo. Généralement, je vois pas l'apport de la vidéo par rapport. En fait, alors là, on peut en parler. On peut parler de la différence entre de la vidéo et du podcast. Je pense que moi j'aime pas mon image, donc c'est un vrai problème. Je pense que je passe pas très bien en vidéo. Mais bon, ça c'est mon avis sur moi-même. Moi aussi. Je déteste. Mais t'es tellement beau. Je déteste même ma voix à l'audio, donc non, mais ok. Non, mais c'est même pas de la fausse modestie. Vraiment, je m'aime pas trop en vidéo. Et la différence vraiment entre la vidéo et le podcast, et ça, pour le coup, là, on peut parler du support podcast en tant qu'objet marketing. Et moi, ça me semble intéressant. C'est de dire, en fait, dans une situation où il y a
une guerre de l'attention, beaucoup trop de contenu. Le problème de la vidéo et du texte, c'est que ça te prend 100% de ton attention. Et donc, ça arrive en compétition. Ils arrivent tous en compétition parce que 95% des contenus, ça reste ça. Ils arrivent tous en compétition les uns que les autres. Donc, les gens n'ont plus du tout le temps de lire. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand il y a trop de choses qui arrivent, c'est qu'il y a un blocage complet. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne lis plus rien. Tu ne sais plus faire la sélection des articles. Donc, tu vas lire des titres. Tu vas pas descendre dans le contenu. Ce qui, pour moi, était une catastrophe parce qu'en fait, moi, je faisais que du fond. Enfin, plus ou moins intelligent, mais en tout cas du fond. Et ça arrive en compétition avec ton travail et ta vie privée. Donc en fait, très rapidement. Là, dernièrement, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un goulot d'étranglement et que c'était plus possible. Et l'avantage du podcast, c'est que c'est un moment d'attention différent. Tu captes un moment d'attention où les gens peuvent faire autre chose. Ils peuvent aller au travail, revenir du travail, faire du sport, faire la cuisine, etc., etc. Et en fait, en ça, c'est puissant. C'est que tu te mets pas en compétition avec 95% des contenus qui sont écrits ou vidéo, tu te mets en compétition avec rien, en fait. Oui. Avec la musique, la radio, Deezer, Spotify, la radio, et voilà. Mais si ton contenu est bon et si tu essayes pas d'assommer les gens avec trop de contenu, bah, en fait, tu peux vraiment sortir du lot. Et en ça, c'est un support qui est hyper intelligent. C'est pour ça que tout le monde doit ouvrir un podcast. Sachant que tu peux faire, tout le monde peut ouvrir un podcast. Tu peux faire des niches, tu peux le faire avec un iPhone. Il faut faire des niches. Il faut des niches. Il y a des, je regardais, en me renseignant un peu sur tout cet univers, il y a des podcasts aux États-Unis, et je crois qu'il y a 3 ou 4 podcasts sur cette série The Walking Dead, par exemple. Je veux dire, des types, ils parlent pendant des heures de ça. Donc, tu peux faire un podcast sur la chirurgie esthétique ou la comptabilité ou en effet la plomberie et ça voilà. peut te permettre de sortir du lot. Et voilà, parce que dans tu feras pas beaucoup d'audience, mais on parle de niche. Non, mais c'est pas grave. Très bien. En fait, les audiences, c'est un peu de la merde. Mais bon. Oui, on fait pas du Claire Chazal, du TF1. Non, enfin, voilà, moi je suis pas Voici, quoi, ça sort. Voilà. Ouais. Très bien. Et du coup, on a parlé un peu podcast maintenant Vlan. On y reviendra. Et SlideShare après, le blog. C'était avant, ouais. Alors SlideShare, l'idée c'était de dire que moi je disais tout à l'heure en plaisantant, mais pas vraiment en plaisantant, que ce qu'on m'achète en général c'est mon bon sens. Et dans le bon sens, il y a le fait de rendre les choses simples. C'est pas que je suis pas du tout le mec le plus cultivé en digital qui existe sur la place du marché. Je pourrais citer Frédéric Cavazza, je pourrais citer Emmanuel Vivier typiquement ou comment il s'appelle je vais pas me souvenir de son nom, pardon. Mais enfin bref, il y a des mecs qui sont beaucoup plus cultivés que moi en termes de digital, qui ont beaucoup plus de connaissances. Moi, j'ai une qualité, c'est que j'arrive à rendre des concepts potentiellement compliqués de manière très simple et à faire des présentations qui sont impactantes. Du coup. Et j'y passe beaucoup de temps, en fait, à le faire. Et c'est vrai que SlideShare, ça a extrêmement bien marché. Ça m'a permis d'avoir pas mal de contrats, pas directement mais indirectement. Ça m'a permis de faire des conférences dans le monde entier et ça a beaucoup bougé ma carrière. Du coup, je suis devenu un des plus gros influenceurs en termes d'éducation sur la plateforme au niveau mondial. Le 3e, en tout cas, j'étais 3e de la plateforme. Du coup, j'ai une sorte de badge, tu sais, comme sur Twitter, t'as le truc bleu, là, moi, je suis keynote speaker sur SlideShare. Ils ont le même type de fonctionnement. Et ça, c'était génial. Après, on va te chercher après, t'es invité, on te paye pour aller faire une presse, un truc à l'autre bout du monde. Moi, mon business model, mes sources de revenus, c'est des conférences, de la formation, du coaching marketing avec des patrons et du conseil. D'accord. Voilà. Et donc d'accord. Et on vient de chercher notamment. On vient de chercher. Là, j'ai reçu un mail. Bon, ça va pas se faire, mais pour faire une conférence à LA en décembre. Donc voilà, c'était une marque d'automobile en l'occurrence. Super. Ça va pas se faire, donc super plus ou moins. Mais voilà, c'est bien d'avoir ce genre de ligne. C'est fantastique. Je veux dire, quand on retrace le parcours qu'on a fait tout à l'heure, il y a quand même une certaine fierté. Il y a vraiment ce truc que je pense que qui est vraiment important chez moi, c'est que je regarde tout ça avec beaucoup d'émerveillement en fait. Alors, on pourrait considérer ça comme de l'autosatisfaction. Moi, je trouve que c'est extrêmement important de réaliser le chemin parcouru et de se dire putain, j'ai de la chance, quoi. Non, mais quand tu t'arrêtes pas là, tant que tu regardes en te disant je veux dire, il y a un instant de contemplation ou des choses comme ça où tu dois te dire mais je suis arrivé là, je suis content. Après, t'as le droit d'être fier de toi-même. Clair. Moi, le truc, c'est surtout que je suis un kiffeur de la vie, donc en fait j'aime bien kiffer et du coup chaque chose, je kiffe, quoi. Et après, c'est vrai que il suffit de regarder tu vois, le fait d'être indépendant, ça implique que tu seras jamais riche. Enfin, tu vois, nécessairement. En tout cas, riche, c'est-à-dire riche au sens. Tu peux gagner, et ça, c'est sûr. Moi, j'ai quasiment jamais
en exagérant à peine, jamais autant gagné que quand j'étais consultant au quotidien. Mais tu construis rien. Mais tu construis rien. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, tu te casses la patte ou je sais pas, c'est quand même la merde pour quelques, Et voilà, puis, pour une et puis assurance. t'as pas de visibilité. T'en as pas généralement. Ouais, non, c'est ça. Et ouais, il faut donc en termes de tu ne construis rien. peux pas revendre en fait Grégory Pouy quoi. Tu peux non, ça n'a aucun sens. Alors, si tu te revends, tu deviens salarié. C'est oui, un peu la seule chose que tu peux revendre en fait. Exactement. Donc tu construis rien, tu seras jamais vraiment très riche, etc. Mais par contre tu kiffes, c'est-à-dire qu'effectivement t'as cette histoire de digital nomade, tu peux voyager, tu peux faire ce que tu veux, t'as vachement de liberté. Et moi c'est vrai que j'ai tendance à regarder ce qui se passe avec beaucoup de enfin je sais pas si c'est de la bienveillance, ce mot il est un peu galvaudé, mais beaucoup de contemplation en fait. Je regarde et je me dis putain c'est cool quoi. Et moi je trouve que les gens qui arrivent pas à se rendre compte que c'est cool, peut-être qu'ils devraient faire autre chose alors. Sinon. Ouais, non, mais c'est surtout, moi, enfin, on te le reproche en France de dire, putain, c'est génial ce qui se passe, quoi. On te reproche, moi, enfin, souvent on prend ça comme de la mise en avant débile, etc. Moi, je trouve que, enfin, tu vois, de dire, je sais pas, putain, j'ai rencontré telle personne, c'est incroyable, ou j'ai fait ci, c'est hallucinant. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je voudrais bien préciser une chose, c'est que dans ce qui me fascine dans la manière dont toi tu travailles, évidemment, t'as pas le recul, enfin, je pense nécessaire là-dessus, mais c'est que c'est pas que quand je te vois, t'as l'air cool, t'as l'air de prendre ton pied, de t'éclater, c'est le cas. Mais en l'occurrence, pour être bien clair, tu travailles beaucoup. Alors, tu t'en rends pas forcément bien compte, parce que par exemple, la prod de contenu, on n'a pas toujours l'impression de travailler. Moi, je passe ce podcast avec toi, je fais une bonne discussion, je suis pas en train de me dire je sue, tu vois, je monte sur une chaîne de montage des trucs relous. Moi, j'ai pas du tout la sensation de travail. Voilà. J'adore ce que je fais. Oui, en fait. Donc, mais du coup, il y a ça. Mais en revanche, en termes de volume, tu travailles beaucoup plus de 35 heures par semaine. Si tu prends, je suis pas très sûr. Mais t'es pas très sûr, mais je pense que si tu prends tout ça, si tu prends ta prod de contenu sur les années, en fait, le truc, c'est que c'est vrai que si tu considères tout comme du travail, c'est-à-dire la lecture, le fait de t'ouvrir intellectuellement, d'être curieux, de créer du contenu, de rencontrer des clients, d'être payé, donc de faire des choses qui sont payées. Alors oui, effectivement, oui, c'est ça. Je travaille pour beaucoup la lecture, quand je sais pas, si t'es comptable, lire des bouquins d'expertise comptable, en dehors du boulot. Bah, est-ce que tu sais du travail ou pas? Bah, toi, tu fais la même chose en lisant des choses sur LinkedIn, sur Twitter, ça, voilà. Tous les jours. Le soir, le matin, au réveil, enfin voilà. Ouais, ce matin, j'ai envoyé un SMS à 6h30 à des clients. Enfin, oui, parce qu'en fait, mon cerveau, il s'arrête jamais vraiment, tu vois, c'est normal. Oui. Mais donc, voilà. Après, c'est pas forcément évident. Mais je tiens juste à dire qu'il y a un moment où le côté passion est assez intéressant. Je pense que tu mets le mot sur le truc. C'est-à-dire qu'en fait, je suis passionné par mon métier, c'est-à-dire que pour moi c'est pas du travail. Enfin, je me rends compte que je travaille, je suis pas idiot non plus, mais en fait j'adore ce que je fais, quoi. J'adore le marketing. Enfin, c'est pas tant que j'adore le marketing, mais j'adore les sciences humaines, j'adore l'homme en fait, les humains. Et du coup ça me passionne et aider les gens. Donc, et moi je considère que j'aide les gens quand je fais de la formation ou du conseil. Alors après c'est peut-être une manière pour moi de me le vendre, mais enfin je trouve ça génial en fait. Je kiffe vraiment le faire. Et après effectivement. Tu vois, là, par exemple, j'ai une petite marque de chaussures. Ils me payent quasiment pas. Enfin, j'exagère, c'est pas vrai. Parce que pour eux, ça représente des vrais budgets. Mais c'est une toute petite marque, il faut pas me payer, comme L'Oréal peut me payer ou comme Estée Lauder peut me payer. Mais je le fais avec tellement de plaisir, en fait. Ouais. Parce que pour moi, c'est pas une question d'argent, en fait, à la fin. Oui, puis c'est toujours la valeur, il y a toujours une valeur relative. C'est la valeur que tu apportes à une petite marque comme ça, elle est relative par rapport à des plus grosses marques. C'est-à-dire que le levier de la différence derrière, tu peux peut-être leur faire gagner quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros, quand en face, si tu fais bien ton boulot, ça peut être quelques centaines, voire quelques millions. Oui, bien sûr. Non, mais moi, tu vois, il faut prendre en considération. Je pourrais avoir aussi en tête de me dire, ah bah ouais, mais eux, ils peuvent pas me payer, donc moi, je vais utiliser mon temps. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on fait comme choix tous les jours dans des agences comme Cosa Vostra. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui tu le fais des gros projets, qui sont très fondateurs pour des grosses marques, et puis ça se passe bien. Et puis il y a des plus petits que t'aides et que t'accompagnes en te disant aussi peut-être que quand ils grossiront on travaillera différemment, et puis tu le fais aussi par pur altruisme, moi c'est par pur intérêt. Moi je le fais pas en me disant qu'ils vont grossir et ce sera génial, j'ai juste envie de les aider en fait. Je sais pas, moi je fonctionne beaucoup aux énergies, donc si je m'entends bien avec quelqu'un et que j'ai envie de l'aider, je l'aide et voilà en fait. Mais de toute façon quand tu crées du contenu comme ça, il y a un côté altruiste quand même, enfin je veux dire. Tu fais pas ça que pour ton ego, c'est pas vrai, ou pour avoir des clients. T'as un côté de donner aux autres. Et donc, en plus du blog et de SlideShare, tu as fait, donc le blog, c'est
Grégorypouy.fr. On l'a dit tout à l'heure. SlideShare, c'est slideshare.net/Greg from Paris. Greg from Paris, d'accord. Twitter, j'écris sur LinkedIn, j'écris sur des magazines, j'écris sur French Web, qui est un magazine en ligne aussi. Je donne des cours à Dauphine. Salut French Web. Voilà. Je donne des cours dans plusieurs universités. J'aide des associations, enfin je fais plein de trucs différents, mais et je veux dire non. Alors pour revenir sur le suivi d'origine des contenus, les 3 points, ça a été après le podcast ou t'as vu le podcast en fait pour moi, donc je l'ai créé en mois de mai, donc c'est très récent. Ouais, on en a parlé. Ouais, on en avait parlé ensemble d'ailleurs avant que je le fasse. Donc tu vois, c'était un peu moteur. Je faisais partie des promoteurs. Ah ouais, j'ai eu ma petite pierre à l'édifice de Vlan, donc j'en suis très fier. Exactement. Et ça m'a complètement réconcilié avec le contenu en ligne. J'avais du mal, j'arrivais plus à créer du contenu, et j'adore vraiment faire des podcasts. J'adore parce que je rencontre des gens incroyables, donc je trouve ça génial de pouvoir le partager avec d'autres personnes. J'adore parce qu'il y a un ton que tu donnes et qui est le tien et qu'on peut pas copier pour le coup. Ouais. J'adore parce que créativement c'est hyper chouette. Vraiment c'est incroyable. Et donc j'adore faire ce truc. Après on verra combien de temps je tiens, mais pour l'instant, enfin tu vois, je pense que j'ai quand même un peu l'habitude de créer du contenu en ligne et je pense que ça va durer un petit moment. Et je voudrais revenir alors avant qu'on finisse tout ça rapidement sur ton aventure américaine aussi. Ouais, New York, c'est un truc que j'ai suivi de loin. C'est un ami commun, Fred Bonnard d'ailleurs, qui m'a dit que tu étais revenu il y a quelques temps. Et New York, t'as fait combien de temps? 2 ans? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. L'aventure américaine, t'es parti en me disant quoi? T'es revenu en me disant quoi? Ouais. Je suis parti en me disant... Tu voulais conquérir les États-Unis ou non, enfin oui, pas vraiment. Je me suis juste dit ça peut pas me faire de mal. Ouais. Les gens m'ont dit t'as vachement de la chance. Bon, c'est pas exactement de la chance que j'ai payé un cabinet d'avocat ça m'a coûté quand même $10 $000 pour avoir un visa. Donc c'est pas précisément de la chance. Et puis tu prends des risques et puis voilà. Mais je me suis dit que c'était pas vraiment un risque. Et je me suis dit il peut pas se passer quoi que ce soit de négatif en allant à New York. Donc j'y suis allé en me disant ça peut être que du positif, ça va être cool, tu vas apprendre des choses, tu vas rencontrer des nouvelles personnes et puis tu vas te frotter potentiellement à quelque chose de plus grand. Et puis j'avais eu cette discussion avec Loïc Lemer aussi à l'époque. Il m'a dit de toute façon à partir du moment où tu es aux États-Unis, il y a une telle fascination de la France vers les US, et ça c'est vrai pour le coup, que ça peut ne porter que du bénéfice en fait. Et c'est pas faux, néanmoins à nuancer, parce que en France, quand tu fais plus de conférences, quand t'es plus là et que t'écris en anglais, les gens t'oublient un petit peu. Ouais, un petit peu. Et tu vois, le podcast c'est aussi pour moi une manière de revenir. Enfin, c'est pas pour ça que je l'ai fait, mais c'est une manière de revenir sur le marché. Mon expérience, j'ai rencontré des gens incroyables. Je me suis rendu compte que le complexe d'infériorité par rapport aux US n'était pas nécessaire, parce que franchement, les gens sont pas particulièrement brillants. Il y a des gens brillants, bien sûr, mais comme il y en a partout. J'ai vu aussi l'énergie de New York et comprendre ce que c'est que cette énergie. Et je pense que l'énergie, elle est très liée au fait que on te met pas des bâtons dans les roues. En France, je crois que les gens aiment pas trop les gens qui prennent des risques. Tu vois, les gens aiment bien les CDI. Tu vois, les CDI, c'est un concept français. Les gens aiment pas trop qu'on prenne des risques. Donc, du coup, quand tu prends des risques, les gens te disent, mais t'es sûr? Non, mais t'as pas peur? Non, parce que tu vas te planter. Enfin, tu vois, c'est vachement risqué. Et quand tu te plantes, ils disent, tu vois, je te l'avais dit. Surtout ça, on n'aime pas que tu te plantes. C'est très compliqué. C'est pas qu'on n'aime pas que tu te plantes, c'est qu'on n'aime pas que en fait, quand tu fais quelque chose de différent, ce que ça montre aux autres, c'est qu'eux, ils font rien. Et du coup, vu des États-Unis, la France, c'est un pays qui bouge pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit souvent ça quand on est aux US, c'est quand tu rentres à Paris, tes amis, c'est toujours les mêmes, ils sont toujours ensemble, ils sont toujours assis à la même table, au même resto, ça n'a pas bougé en fait. Et New York, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que ça bouge en permanence, et t'as vraiment une énergie là-dessus qui est assez forte. Après. C'est des vrais, c'est profond et c'est très culturel. Je veux dire aussi, il y a du vrai, il y a du faux là-dedans, parce que Paris bouge énormément, station rêve, etc. Oui. En vrai, oui. Après, il y a du vrai là-dedans, dans le sens où, le côté profond et ça fait partie de l'héritage culturel. C'est-à-dire que quand nous, on voit New York, où on va raser un building pour en faire un nouveau, et où tu vois Las
Vegas où c'est poussé à l'extrême et où voilà, bah du coup il y a rien d'ancien, il y a pas d'héritage, il y a pas de fond. Il y a pas de fond. Il y a pas de fond. Et ça c'est un vrai truc. Moi ce dont je me suis rendu compte, c'est que les Américains, ils ont quand même pour beaucoup, quand tu es consultant indépendant en tout cas, avec un a priori négatif quand tu es français, c'est-à-dire ils se disent un français il a rien à nous apprendre en marketing, et en particulier ils sont tellement bons en sales pitch, et que moi je l'ai dit tout à l'heure, je suis tellement nul à cet exercice-là que c'était plus difficile pour moi de me vendre, clairement. Mais je pense que justement en stratégie, en fait les Américains sont pas hyper forts, c'est des super doueurs. Les mecs te font, quoi. Ils font. Ouais, tu vois, ils font et ils sont très très forts. Ça, je suis persuadé qu'on peut beaucoup progresser. Moi, c'est une des choses que je revendique. Je crois que je sais faire ça. J'essaie de faire ou de travailler là-dessus. On en a parlé. C'est vrai que t'es vachement plus comme ça que moi, ça c'est sûr. Mais les Américains, ils font, et ça fait une énorme différence. Après, New York, et c'est pour ça que New York regarde Los Angeles aujourd'hui, c'est que tu peux plus vraiment te planter. Avant, New York, c'était la ville où tu pouvais être créatif, où tu pouvais tenter des choses, avoir le droit à l'échec, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas, parce que c'est beaucoup trop cher. Je pense que les Parisiens se rendent pas compte de ce que c'est que de vivre à New York. Je rêve d'ouvrir Cosa Vostra à New York. Mais les gens ne se rendent pas compte. C'est cher, mais c'est cher. Au-delà de 200 000 $, 200 000 euros de revenus pour un foyer, tu ne vis pas, ou même tout seul, tu ne vis pas à Manhattan, quoi. Ça, c'est, non. Tu vis à Manhattan, mais tu vis mal. Hein. C'est-à-dire que tu peux pas te dire, tu vis mal, j'exagère, hein, on n'est pas en mode SDF non plus, mais il y a des dîners, tu vas te dire, bah non, mais je vais pas y aller parce que j'ai pas assez d'argent en fait. Tu vois, quand t'as 200 000 l'école de tes enfants. Encore une fois, ça dépend où ils vont, mais si tu veux les mettre au lycée français, c'est clair que tu peux pas. Le lycée français, c'est 15 000 euros. Je crois que si tu veux faire c'est beaucoup plus. Enfin, en tout cas pour les petits, je crois que c'est beaucoup plus. Si tu veux leur faire du sport, c'est 2 000 euros le sport à l'année. Quand tu vas au resto, c'est minimum 100 euros ta soirée. Quand tu vas faire, moi j'ai fait une ratatouille, je me souviens, qui est quand même le plat le plus moins cher de la terre, ça m'a coûté 100 euros de faire de la ratatouille. Enfin, les loyers pour vivre en coloc, ça me coûtait 2500 euros par mois. Enfin, je pense que les gens réalisent pas à quel point New York est cher. Donc en fait, et ça me permet de venir à mon avis sur New York. Je pense que New York, c'est une ville géniale et je suis très content d'y être allé. Et en même temps, je pense que c'est une ville où faut pas aller quand t'as plus de 30 ans, parce que c'est une ville dans laquelle tu construis rien, qui est basée sur le travail. Les relations sont difficiles parce que c'est la ville du FOMO absolu. Donc le FOMO, c'est leur fear of missing out. Fear of missing out. La peur de manquer. La peur de rater quelque chose. Oui. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que les gens prévoient, par exemple, 3 ou 4 soirées en même temps. Et ils font les 4 en fait. Donc t'as pas de temps de qualité avec les gens. Et ça marche pour le dating, ça marche pour tout. Donc en ça c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a des conditions de vie qui sont quand même pas terribles, à moins d'être effectivement extrêmement riche. C'est difficile parce que si t'es là pour développer ta carrière, etc., c'est génial. Si t'es là pour faire la fête. Mais moi ça me faisait penser un peu à un camp de vacances où t'as plein de gens bronzés, intelligents, qui font du sport, qui sont tous ensemble en train de boire des margaritas sur un rooftop. Mais à un moment donné, il faut savoir rentrer, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas la vraie vie. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, je sais qu'il est partagé avec plusieurs personnes que je connais qui ont vécu là-bas ou qui vivent là-bas. C'est une ville. Et puis aussi, il y a un truc dont on se rend pas forcément compte à Paris, c'est que Paris, c'est une petite ville. Et pour moi, plus la ville est grande, plus ça te rend seul. Et du coup, t'es assez seul à New York. Ça, c'est un autre truc. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça à Paris, d'ailleurs. On a des gens qui écoutent, qui repartent de Paris en se disant j'ai été extrêmement seul. Ouais, en particulier les étrangers qui ont du mal à s'intégrer. Mais New York, c'est 50 fois pire. Vraiment. D'accord. Donc c'est cher, tu vis mal, tu construis pas grand-chose à part ta carrière. Voilà. Après, un intérêt professionnel potentiellement très grand, mais personnel qui est peut-être plus compliqué. Exactement. Donc après, c'est une ville géniale. Enfin, et j'ai rencontré des gens incroyables là-bas. Hein, mais juste pour nuancer quand même la fascination par rapport à New York. Et en même temps, demain, je repartirai. Hein, enfin, peut-être pas à New York, peut-être à Los Angeles, mais ouais. Je voudrais que tu me donnes quelques petits tips. Alors d'abord, peut-être quelques petits tips sur ton métier, le marketing en 2017. Si tu as des choses à nous donner, des petites croquettes, des petites choses, des petits secrets. Le secret, alors le vrai gros secret, c'est de comprendre que rien n'est compliqué, que tu peux tout apprendre par toi-même.
Je suis tellement persuadé de ça. Donc ça c'est le premier truc. Dites à vos collaborateurs, à vos employés, à tout le monde de faire des MOOC. Mais tout le monde des MOOC ou même de lire en ligne, quoi. Lire en ligne, écouter des podcasts, faire des choses, mais voilà, allez-y. Et ça, les gens n'ont pas trop l'énergie pour le faire en général, mais en vrai, tu peux vraiment apprendre par toi-même et c'est pas si compliqué. Et moi, je le fais tous les jours. J'adore quand on me demande de faire une conférence sur un sujet que je connais pas, parce que du coup, j'apprends sur le sujet. Donc ça, c'est le premier truc. La curiosité intellectuelle, être curieux et ne pas. Alors, on a tous des biais. Hein. L'idée, c'est pas de se dire je ne pas avoir de biais. Ça aurait aucun sens de dire ça, mais d'essayer d'en avoir le moins possible. C'est-à-dire de prendre les choses et de regarder, de constater. Comment on dit en français, sans jugement, non-judgmental. Parce qu'en fait, tu poses toujours un jugement, tu fais ah bah ouais, mais regarde, les jeunes ils sont toujours sur le téléphone, ils ont pas de culture, ils lisent pas de bouquins. Tu vois, ce qui est complètement con parce qu'en fait, tu peux vraiment, enfin déjà être sur son téléphone, être sur Musical.ly ou autre, c'est de la culture. C'est une forme de culture en tout cas, comme les Simpsons, c'est une forme de culture, c'est de la pop culture, et c'est important de l'avoir aussi, sinon t'es hors norme dans la société. Donc ne pas juger les gens et avoir cette curiosité intellectuelle sur tout le temps. Et c'est vrai qu'on est dans un monde qui bouge, donc ça peut paraître pénible. Moi, je trouve ça passionnant. Donc avoir cette curiosité intellectuelle, c'est essentiel. Et d'autant plus on en a besoin parce que avant on pouvait apprendre des choses à l'école. C'est que t'as pas le choix. Voilà, tu sortais d'école, tu pouvais avoir appris des choses pour les 20 prochaines années et les remettre en pratique. Aujourd'hui, ce que t'as appris à l'école il y a 15 ans, c'est tout à la poubelle. J'exagère à peine. Non, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que non, il y a des bases. Je pense que les bases du marketing n'ont pas bougé parce que un humain reste un humain et on n'évolue pas si vite que ça. Par contre, c'est vrai que par exemple le rapport au marketing a complètement évolué. Si on réfléchit à ce qu'est une marque, c'était pour un consommateur le chemin décisionnel le plus court. Aujourd'hui, le chemin décisionnel le plus court, c'est d'avoir un besoin. Donc, le chemin décisionnel le plus court, j'explique, c'est je vois une pub XY à la télé ou autre, j'ai confiance dans la marque, dans le produit. Je vais à un magasin, je vois le produit, je l'achète si j'ai les moyens. Voilà, c'est un chemin décisionnel extrêmement court pour un consommateur. Aujourd'hui, le chemin décisionnel pour un consommateur, il est différent. J'ai un besoin spécifique qui est le mien. Par exemple, je suis un mec, j'ai la peau mate, je vais en Inde, j'ai besoin d'une crème solaire. C'est quoi le produit que je vais trouver? Et je me considère pas comme un mec ethnique, par exemple. Tu vois, on parlait de racisme tout à l'heure. Tu vois, moi, je me considère pas du tout comme ethnique. Je vais pas du tout aller acheter mes produits à Château Rouge ou à Château d'Eau. Ça n'a aucun sens pour moi. Je vais aller dans une pharmacie et je vais rien trouver, en l'occurrence. Château Rouge, Château d'Eau étant à Paris, les endroits où on trouve les produits pour les produits ethniques. Les minorités ethniques. Voilà, ce qui est complètement débile. D'ailleurs, tu remarqueras que la minorité, c'est les hommes blancs sur la planète. C'est pas on parle de minorité quand on parle des femmes, on parle des minorités quand on parle des autres. En fait, la minorité, en vrai, statistiquement, c'est les hommes blancs. Mais bon, ça c'est une autre question. Mais donc ce renversement du marketing et aujourd'hui le client va aller chercher sur Google ce besoin spécifique et trouver la réponse, se fier aux avis des consommateurs, et la marque arrive en réassurance, mais elle arrive bien plus loin qu'avant. Donc ça, c'est un changement majeur. Aux avis des consommateurs, hein. Faut pas l'oublier parce que c'était en train de prendre une. C'est ton sujet. C'est mon sujet, mais donc ça c'est un vrai gros truc. Mais c'est un sujet que, si je dis que c'est mon sujet, les avis des consommateurs, c'est que beaucoup de marques s'en rendent pas du tout compte encore. Pas assez. Et ça va prendre une violence très. Je pense que le deuxième truc à bien saisir, c'est le rapport au GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, et de se dire que c'est vos meilleurs ennemis, c'est-à-dire que vous devez bosser avec eux, mais qu'il faut absolument s'en libérer au maximum. Et eux, ils font tout pour pas que vous le fassiez. Donc, c'est un jeu où il faut vraiment réfléchir à sa stratégie, sa stratégie de données en particulier, donc sa stratégie CRM qui est essentielle. Après, il y a toutes les indie brands qui captent 100% de la croissance et il faut réfléchir. J'en parlais le rapport au GAFA hier avec le fondateur de Uzbek et Rika. Ah, génial. Et qui disait qu'ils essayaient d'avoir quand même une tangente et aujourd'hui de créer une partie d'Uzbek et Rika sur une approche Google et Facebook indépendants, en gros, il faut. Et se dire il y a une partie de notre modèle qui ne dépend pas d'eux. Et certains de mes contacts hier, dans notamment des quotidiens nationaux, me disaient que ce qu'on appelait le reach, donc leur dépendance à Facebook, en l'occurrence, et le nombre de pages envoyées par Facebook par jour avait là ces derniers jours été divisé par 2,5. Je veux dire, c'est de la folie. C'est en fait quand tu te mets c'est Loïc Lemer qui avait dit cette phrase que je trouve très pertinente, c'est que quand tu cultives dans le jardin de ton voisin, tu peux pas
Tu peux pas regretter ou reprocher au voisin d'un moment donné fermer le ou de changer les règles du jeu parce que c'est pas ton jardin en fait. Exactement. Donc et après tu peux pas faire sans, c'est-à-dire tu peux pas faire sans Amazon, tu peux pas faire sans Google, tu peux pas faire sans Facebook. En particulier Facebook a élargi à WhatsApp et Instagram, mais il faut t'en libérer un maximum. Il faut vraiment avoir cette stratégie en tête. Après il y a ce que je disais, les marques indépendantes, donc toutes les petites marques qui sont très verticales, qui répondent à des besoins spécifiques, qui captent 100% de la croissance. C'est le cabinet L2 qui dit ça. Des marques grand public, donc c'est quand même un truc essentiel de comprendre comment ils fonctionnent, pourquoi ça marche et réussir à intégrer ça dans les marques. Et puis l'évolution du secteur, voir comment les autres secteurs évoluent et pour pas se faire ce qu'on appelle disrupter par d'autres. Donc pour moi, ça c'est vraiment les 4 éléments clés que les marques doivent prendre en considération. Et après, il y a énormément d'opérationnel à l'intérieur de ça. Je repense à faire penser à la différence. Ouais, on va les renoter, tu me les redonneras. Non, ça me fait penser tu vois, sur l'approche différente du marketing, le retour, par exemple, de certaines newsletters. Je pense à Time to Sign Off, moi, que je lis depuis un bon bout de temps. Donc, ceux qui connaissent pas, timetosignoff.com, donc Romain Dessalles, que je salue aussi. Et l'idée, voilà, tous les jours à 19h, vous avez un condensé de l'actualité avec un peu du biais, de l'opinion. L'opinion et du ton, quoi. Du ton, un vrai ton. Fantastique. Et voilà, le mec a basé son business sur une newsletter. Je pense qu'il y a 4 ans, moi-même, ou 5 ans, j'aurais dit, alors qu'il avait déjà commencé, j'aurais dit, non, mais la newsletter, c'est tellement mort, c'est tellement fini. C'est où on peut se planter. En fait, il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a que de l'exécution. N'importe quel start-upper te dira la même chose. Je pense et moi, je crois beaucoup au retour à la vraie vie. Donc, en fait, le truc, c'est comme les lettres, admettons, une carte postale ou une lettre manuscrite. C'est-à-dire que moins t'en as, plus elles ont de la valeur. Et moi, je crois beaucoup à ce retour à la vraie vie, aux rencontres. Par exemple, on peut le voir dans T'es énormément là-dedans. Je sais qu'à chaque fois que je te parle, t'es toujours en rendez-vous. Moi, je suis à fond là-dessus. Parce que, mais en fait, on le voit de manière très business-centrique. Regarde l'industrie de la musique. Avoir accès à la musique, ça vaut rien. Aller à un concert, c'est ça qui fait la différence. En fait, tu valorises ce qui est rare, c'est normal. Donc l'expérience, rencontrer quelqu'un. C'est comme lire Grégory Pouy, c'est rien, mais le rencontrer dans la vraie vie. C'est génial. non, mais je voudrais passer rapidement à 2 petites choses. Ouais, vas-y. Parce que on me dit que je peux faire un long podcast, mais quand même, il faut qu'on. Pas trop long quand même. Voilà, il faut qu'on. Sauf que moi, je parle beaucoup. Hein. Et voilà. Et du coup, où est-ce que tu dis que tu peux apprendre par toi-même? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que t'écoutes? Où est-ce que c'est quoi je sais pas, les podcasts, les blogs, comment je peux devenir Grégory Pouy? Je te le souhaite pas. Mais ce que je lis, alors sur le marketing, on va rester ciblé parce que sinon ça va être très large. Mais je lis McKinsey, la newsletter de McKinsey, la newsletter de la Harvard Business Review. J'adore Cassandra Daly, qui est une newsletter qui est moins connue en France, mais qui vous donne une tendance par jour et avec 3 exemples. J'adore Scott Galloway de L2 qui fait tous les vendredis une petite vidéo sur winner and loser, donc les gagnants et les perdants, et qui double ça d'un article assez chouette aussi, mais qui dit à peu près la même chose. Et après, c'est Twitter, mais je lis évidemment, tu vois, ce que peut écrire Fred Cavazza, ce que fonctionne un peu comme tout le monde. J'utilise aussi un outil pour ceux qui sont sur Twitter qui est génial, qui s'appelle Nuzzle, donc c'est NU2ZEL. Qui te fait un condensé, qui te crée une newsletter basée sur les tweets les plus retweetés dans ta communauté. Donc en fait, tous les jours, tu as une newsletter, des tweets que tu as potentiellement manqués, des articles qui ont été particulièrement partagés par ta communauté. Donc c'est génial, ça te permet de pas être sur Twitter et malgré tout de pas gratter l'essentiel. Ok. Et podcast, tu écoutes des choses? Et alors, bien sûr, j'écoute des podcasts. J'écoute des podcasts. En fait, j'en écoute pas tant que ça, parce que c'est quand même relativement nouveau. Mais j'écoute celui que tu m'as conseillé, qui était Le Nouvel Esprit Public. Le Nouvel Esprit Public sur la géopolitique, que je trouve Philippe Meyer, fantastique, exceptionnel. On a aidé à lancer aussi. Voilà. J'écoute comment il s'appelle? Quelque chose qui vous rend intelligent, ça c'est bien. Ouais. Vraiment, ouais. J'écoute Tim Ferriss. D'ailleurs, en venant ici, j'ai écouté Tim Ferriss. Donc, Tim Ferriss, qui est un Américain hyper intéressant. J'écoute le tien. J'écoute. Fantastique aussi. Non. Mais parfait. Non. Parfois, j'écoutais Transfert de Slate avec des histoires personnelles que je trouvais chouettes.
Je l'écoute un peu moins ces temps-ci. J'écoute pas mal Digiday. Ouais. Digiday, donc c'est D-I-G-I-D-A-Y. C'est un podcast, c'est un média américain avec un ton un peu irrévérencieux et du coup je trouve ça chouette. Comme je travaille dans le monde de la beauté et du luxe, j'écoute Glossy qui appartient au même groupe, donc c'est GLO2SY. Donc c'est toutes les marques qui sont en train de changer le monde de la beauté et du luxe à l'ère digitale. J'écoute Recode Media, donc Recode c'est Recode, ouais c'est ça, que je trouve assez bon aussi. Voilà, pour l'instant j'en suis là au niveau des podcasts. Allez, dernière question. Si tu avais l'opportunité de te donner un petit conseil à Greg. Ouais. En fait, le conseil que je me... Et tu alors, vois, juste, mais pour bien dire, hein, quand je reviens en arrière, mais 20 ans en arrière, ou quand tu sors d'école, ou avant de rentrer chez Nous ou chez Bouygues, qu'est-ce que tu te dirais? En fait, c'est un conseil que j'ai donné à une fille que j'ai croisée il y a pas longtemps, qui avait 22 ans. C'est tout est possible, en fait. Parce que moi, je viens d'une cité, même c'est pas la pire des cités, je viens d'une cité, d'une famille plutôt modeste, et j'en suis à intervenir dans des grandes conférences devant plein de gens, etc. Ce qui est assez fou. Et moi d'ailleurs, je trouve ça toujours assez fou. Donc tout est possible en fait. Simplement, il faut avoir de la volonté, il faut être pugnace, il faut travailler. Bon, ça, il y a pas de mystère. Il faut avoir de la chance, mais la chance, je sais pas si vous avez déjà tapé avoir de la chance sur Google, mais il y a un cours qui remonte très vite, un mec qui parle d'avoir de la chance, comment on fait pour avoir de la chance. Et en fait, on la provoque, quoi. Et en fait, il se trouve qu'on a tous, il n'y a pas de chance, il y a beaucoup d'opportunités. Et les opportunités, tu les transformes ou pas, mais tout le monde en a en permanence. Tu rencontres des gens, t'en fais quelque chose ou t'en fais rien. Donc, être un capteur d'opportunités et devenir une opportunité soi-même. Mais en tout cas, se dire que tout est possible. Ça, je pense que c'est le meilleur conseil. Je pense que c'est un très bon mot et que tu représentes bien, parce que voilà, t'es arrivé à je crois là où tu voulais aller, en tout cas, jusque maintenant, et avec la force qu'est la tienne de dire j'enlève les barrières qui sont devant moi, je les contourne, je passe au-dessus et toujours avec cette liberté, et surtout je t'avais sorti cette phrase déjà une fois, mais je crois que si je devais mourir demain, ça serait pas très grave, parce qu'en fait j'ai pas trop de regrets. Ça peut sembler hyper arrogant, mais en vrai je construis ma vie comme ça, c'est-à-dire que non, je ne vois pas ça comme de l'arrogance. Je cours pas après l'argent, je cours après aider mon prochain, les gens autour de moi. J'ai lu et partagé, figure-toi, pas plus tard qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, un process de prise de décision de Jeff Bezos, le CEO d'Amazon, qui alors j'ai plus le terme exact, mais qui est en gros dire, quand j'aurai 80 ans, si je me retourne et que je juge la décision que j'ai prise quand je dois faire ce choix, quand j'ai dû faire ce choix, est-ce que je trouverais que c'est une bonne décision ou pas. Et si c'est une bonne manière de voir les choses. Exactement. Et je pense que ça peut changer plein de trucs. Ça peut changer sur le sport, ça peut changer à plein de niveaux. Donc voilà. Merci Greg, je suis ravi d'avoir eu cette discussion avec toi. Et puis écoute, je te dis à très bientôt sur Vlan ou sur Génération Do It Yourself. Exactement. Ciao. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai passé un très bon moment avec Greg et j'ai appris pas mal de choses, évidemment, dans tout ce qui est marketing, dans tout ce qui est détermination. J'espère que ce sera votre cas aussi. Si vous avez des personnes à me recommander, écoutez, des artistes, des sportifs, des gens qui se sont lancés et qui vont pouvoir nous inspirer, n'hésitez pas à me les présenter. Je cherche évidemment, je sais pas, des chanteuses, des sportives, des actrices par exemple. Je cherche des femmes aussi parce que j'en ai trouvé assez peu jusque maintenant. My bad, je m'étais dit au début que je ferais une personne sur deux avec un podcast sur deux avec une femme. Je n'ai pas réussi. Force est de constater que il faut que je m'améliore là-dessus. Donc n'hésitez pas à me filer un coup de main. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt sur Génération Do It Yourself, l'épisode 15. C'est fini. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital
toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.